Ce pauvre garçon était celui qui avait obtenu la meilleure note à l'examen national. Mais comme sa famille était pauvre, il a dû s'installer dans une région rurale isolée. Avec très peu d'argent, il n'a pu louer qu'une vieille maison délabrée. Alors qu'il se rendait avec le propriétaire pour signer le contrat de location, une voiture passa soudain. À l'intérieur, il y avait quelqu'un. Le propriétaire expliqua que c'était le troisième fils du groupe Congo, mais qu'il n'était que l'enfant illégitime de cette riche famille. À ce moment-là, le garçon apprit par hasard qu'il allait étudier dans la même école que ce jeune maître. Le soir venu, dans un manoir voisin, des feux d'artifice illuminèrent le ciel. En dessous se tenait une fête animée, réservée aux aristocrates. L'hôte de cette soirée était le fils aîné du groupe Congo, Kongju. À l'intérieur, le troisième fils, Kong-A, s'enfermait et regardait dehors d'un air absent. Le pauvre garçon restait là, admirant la grande fête. Par coïncidence, il aperçut aussi le jeune maître Ina dans l'immeuble d'en face. Le lendemain matin, le garçon alla dans une supérette pour demander un emploi. Mais le gérant lui dit qu'il n'embauchait pas de lycéens. À sa grande surprise, il vit Ina glisser tranquillement des articles du magasin dans sa poche. Le gérant le remarqua, mais n'osa rien dire. Ina regarda aussi le garçon partir, l'air contrarié. Le pauvre garçon continua sa recherche et alla dans un restaurant de barbecue pour postuler. Heureusement, le patron l'accepta. En sortant, Joe vit Ina manger tranquillement une pomme prise à un étal au bord de la route. Tijo ne voulut pas causer de problème et continua à marcher en silence. Mais peu après, Ina le bloqua et lança des paroles provocantes. Cependant, Tijo répondit calmement et s'éloigna fièrement. Le lendemain, alors qu'Ina était en classe, le professeur principal entra et présenta un nouvel élève transféré. Tajo entra et se présenta brièvement. Quand Ina vit Joe, il esquissa un sourire suffisant. Le professeur évoqua aussi les brillants résultats de Tai Yao, ce qui fit écarquiller les yeux de toute la classe. Tous commencèrent à se demander pourquoi un tel génie venait dans une école aussi reculée. À l'heure du déjeuner, Tai Yao allait manger quand Ina s'approcha pour prendre sa place. Tai-Jo, qui n'aimait pas les conflits, accepta de se lever. Cependant, Ina posa ses pieds sur la chaise et exprima son mécontentement. Pourtant, Tijo ne dit rien. Il tourna patiemment le dos et chercha une autre place. Mais Ina, se sentant méprisée, lança le plateau repas dans le dos de Taiho. À ce moment, la patience de Taijo avait atteint sa limite. Alors il jeta son plateau de nourriture juste devant Ina. Puis les deux commencèrent à se battre. Ce n'est que lorsque le professeur arriva que tout s'arrêta. À cause de la bagarre, ils durent aller au bureau pour écrire une autocritique. Un peu plus tard, un élève entra et annonça qu'Ina avait reçu la permission de partir. Ina se leva et partit, non sans souhaiter à Joe un bon séjour. Le soir, Joe se tint devant un centre d'arts martiaux et lut l'affiche annonçant un cours de MMA. Mais en voyant les frais d'inscription, il repartit tristement. Soudain, Ina apparut et demanda à Taiho s'il voulait suivre ce cours juste pour apprendre à le battre. Taijo répondit qu'il voulait apprendre ça, pour tuer quelqu'un. Puis, alors que Taiho s'éloignait, Ina déclara soudain qu'il lui apprendrait les arts martiaux. Mais il y avait une condition. Taiho devait battre Ina. Devant ce défi, Taiho, malgré ses coups presque mortels d'avant, n'hésita pas à accepter. Heureusement, quand Ina l'amena sur le ring, il lança une protection faciale à Taiho. Ensuite, Ina enchaîna des coups précis contre Taiho. Finalement, il fit tomber Taijo avec un coup de poing à l'estomac. Cependant, Taiho tenta encore d'endurer la douleur pour continuer à se battre. À cet instant, Taiho vit soudain Ina comme l'image de son père, accompagnée des mots de celui-ci. On se revoit bientôt. Contre toute attente, Taiho se releva et plaqua Ina au sol. Puis vinrent ses coups de poing incessants et furieux contre son adversaire. Heureusement, la raison d'un génie rappela à Joe de s'arrêter à temps. Ina demanda à Joe s'il voulait vraiment le tuer. Après cela, Ina invita Tejo à manger des hamburgers avec lui. Puis les deux commencèrent à rire et à discuter plus librement. Ina raccompagna Joe chez lui à moto et lui demanda d'être son ami. Mais Joe répondit qu'il n'aimait pas ça et rentra directement chez lui sans se retourner. Le jeune maître, furieux, cria à l'autre de lui rendre l'argent du hamburger. Après ces mots, Ina accéléra de rage et s'éloigna. Pendant ce temps, Joe, chez lui, commençait aussi à réfléchir à la proposition d'amitié qu'Ina venait de lui faire. Le lendemain, alors que Joe se tenait seul sur le toit de l'école, Ina s'approcha de lui et engagea la conversation. À ce moment-là, Joe parla à Ina de sa famille. Joe avait un beau-père. À cause de violences domestiques, celui-ci avait été condamné à mort et se trouvait en prison. Sa mère avait dû fuir partout pour échapper à ses poursuites et à celles de ses hommes. Il s'avéra que Joe voulait apprendre les arts martiaux pour protéger sa mère. Puis, contre toute attente, Joe se tourna vers Ina et lui demanda d'être son ami. Mais qui aurait cru qu'Ina était encore fâchée d'avoir été rejetée la veille? Et il refusa.
Joe révisa aussitôt sa proposition, suggérant qu'ils deviennent plutôt partenaires. Joe n'avait pas l'intention de se limiter à de petits tournois. Il voulait s'appuyer sur Ina pour l'aider à participer à de grandes compétitions. En échange, Joe aiderait Ina à obtenir tout ce qu'il désirait. Ina éclata aussitôt de rire et dit qu'à part sa tête intelligente, Tejo n'avait rien. Tejo répondit alors qu'il donnerait à Ina ses 0,1% de cerveau et qu'il irait à l'université de Hanyo avec lui. Ils décideraient ensemble de ce qu'ils feraient. Ina sourit en entendant cela, et c'est ainsi que l'amitié entre les deux anciens rivaux commença. De nombreuses années passèrent, et Joe était désormais étudiant à l'université de Hanok. Il était extrêmement occupé par sa vie difficile, partagée entre études et travail. Il faisait toutes sortes de petits boulots, de professeur particulier dans un centre de soutien à simples porteurs. Ce jour-là, quand Tejo sortit de la salle de bain, Ina l'attendait déjà dehors. Il tenait un gâteau d'anniversaire à la main et avait un chef personnel à ses côtés. Il s'avéra qu'Ina avait préparé un banquet complet pour fêter l'anniversaire de Taejo. Cependant, l'hôte de la fête ne parut ni heureux ni surpris, ce qui déçut beaucoup Ina. Joe remit à Ina une clé USB contenant le rapport qu'il avait rédigé lui-même, afin qu'Ina puisse le remettre à temps. Ina prit la clé et envoya aussitôt un message à Tejo en retour. C'était l'adresse de l'un des manoirs du groupe, Kango. Ina proposa au chef de département, Moon, que Joe devienne le professeur de maths de sa petite sœur. Il ajouta aussi qu'il était le seul à traiter Joe aussi bien. Ensuite, Ina fit servir à son ami des plats coûteux, préparés par un chef privé qu'il avait engagé. Le lendemain, Taihao alla à l'université et un professeur lui annonça que le professeur Choi voulait le voir. Taiho se rendit aussitôt dans une salle privée pour rencontrer le professeur. Le professeur Choi fit l'éloge du rapport que Joe avait rédigé sur les futures stratégies du groupe Kango. Il proposa même de racheter ce rapport. Cependant, Tejo refusa, disant qu'il gardait ce rapport pour son propre avenir. Après cela, quand Tejo sortit, le professeur Choi appela une personne mystérieuse. Il dit à cette personne que ce rapport serait une nouvelle force pour le groupe Kango et qu'il ouvrirait une nouvelle ère pour l'autre camp. L'interlocuteur, au bout du fil, était Kong Seong-ju, le deuxième fils du groupe Kango. Taihao chercha des nouvelles sur internet au sujet du groupe Kango. Il découvrit que les deux fils, Kong-ju et Kong Sung-ju, se disputaient entre eux. Ils visaient tous deux le poste de directeur des futures stratégies du groupe. Puis Joe aperçut sa voisine Aiwan, également présente à la bibliothèque. Cependant, Tio essaya d'éviter sa voisine. Quand il alla acheter un café, Aiwan apparut juste à côté de lui. Elle lui dit qu'ils étaient dans la même classe et voisins, mais Tio fit semblant de ne pas la connaître. Ensuite, Aiwan partit, laissant exprès le café qu'elle venait d'acheter à Tio. Tio ne comprit pas ses intentions et l'interpella. « Hé, toi là-bas !» Elle se retourna et lui dit que son nom était Aiwan. Alors la prochaine fois, Joe ne devait pas l'appeler « et » ou « là-bas ». Puis Ina arriva en courant et supplia Joe de déjeuner avec lui. Pendant qu'ils mangeaient ensemble, Aiwan passa par là. Il ne put s'empêcher de la regarder sans cesse. En voyant cela, Ina supposa aussitôt que Joe l'aimait, car il n'avait jamais regardé personne de cette façon. Mais Taiho le nia et se leva pour partir. Ina dit que si Taiho n'aimait pas Aiwan, alors lui la courtiserait. Taijo entendit mais resta indifférent et s'en alla. Ina continua à regarder Aiwan et la trouva très mignonne. Ce soir-là, Tijo se rendit au manoir du groupe Kango pour donner son cours. À ce moment-là, mademoiselle Kongu sortit et se présenta au beau tuteur. Voyant Joe rester froid envers elle, Uiju s'y intéressa encore davantage. Alors, par la suite, Uiju ne cessa de poser des questions pour découvrir ses goûts personnels. Pendant que Taiho poursuivait son cours, Uiju le regardait avec tendresse. Ensuite, Uiju continua à essayer d'attirer l'attention de Taiho, mais celui-ci resta impassible. Quand Uiju le complimenta sur sa beauté, Taiho s'arrêta. Il répondit que la petite ne réussirait pas à briser sa patience. Après le cours, le chef Moon donna à Joe 1 mois de salaire d'avance. Il lui demanda aussi de signer un contrat de confidentialité pour la jeune demoiselle. En sortant, Joe vit Ina assis dans une voiture, à l'attendre. Pour Ina, Uiju était différente des autres membres de cette maison. Parfois, il avait même l'impression qu'elle était sa propre petite sœur. Un instant plus tard, Ina interrogea Joe au sujet de Aiwan. Il avoua qu'elle l'intéressait vraiment. Alors il demanda à Joe de découvrir où elle habitait, où elle travaillait et ce qu'elle aimait le plus.
Taijo fut très surpris d'entendre ça, mais il se contenta de sourire et partit. De retour chez lui, Taijo aperçut une femme frapper violemment à la porte de Haiwan. Elle criait sans arrêt pour qu'on ouvre, puis elle brisa la vitre de la porte. Furieuse, Haiwan sortit, mais sa mère lui arracha son portefeuille. Elle affirma qu'elle s'était sacrifiée pour la mettre au monde et l'élever, et grâce à elle, Haiwan pouvait étudier dans la meilleure université du pays. Haiwan jeta un regard vers Joe. Il fit semblant de ne rien voir et rentra chez lui. Mais en entendant la mère exiger de l'argent à sa fille, Joe ne put s'empêcher de se sentir révolté. Peu après, il sortit et vit Haiwan marcher tristement, seul, dans la rue. La pluie commença à tomber. Soudain, Taiyo s'approcha d'elle avec un parapluie pour la protéger. Mais Haiwan lui demanda pourquoi il agissait toujours comme si elle lui était étrangère. Taijo l'invita aussitôt à boire une bière, puisqu'ils étaient voisins et camarades de classe. Plus tard, debout devant une supérette, Haiwan dit que Taijo avait semblé contrarié, comme s'il souffrait de devoir faire semblant de ne rien savoir après avoir tout vu. Joe répondit simplement qu'il avait toujours vécu comme ça. Le lendemain, au siège du groupe Congo, le chef de section Chu rapportait à président Kang l'emploi du temps de ses deux fils, Sunju et Inju. Puis il aperçut sur la table le plan de création d'un bureau de stratégie future. Il demanda aussitôt si ce poste serait confié à l'un des deux fils, mais le président déclara qu'il n'avait pas encore décidé. La directrice Jang, elle, voulait que son fils Seongju hérite de ce bureau stratégique. Elle rencontra donc Ina et lui proposa de signer un document renonçant à l'héritage des actions. Elle promit qu'en échange, son soutien financier ne serait pas coupé. Mais en réalité, Taiho avait déjà prévu que la directrice Jang tenterait d'écarter cet enfant illégitime, et les deux garçons avaient anticipé un plan contre elle. Ina décida donc de signer l'engagement, puisque tout était calculé à l'avance. En sortant du centre de tutorat, il annonça à Taiho qu'il avait signé, puis il l'emmena chez lui pour partager un repas. Comme il n'y avait plus d'alcool, Ina partit en acheter au magasin. En remplissant son sac, il croisa Haiwan qui entrait. Contre toute attente, Ina l'empêcha d'acheter de la bière, disant qu'il en avait déjà pris assez. Puis il l'accompagna chez Taiho. Ensuite, il proposa que tout le monde vienne chez lui, car sa maison était plus spacieuse et confortable. Haiwan accepta en entendant cela. Joe dit qu'il devait d'abord ranger un peu avant de partir. Haiwan profita du prétexte d'aller aux toilettes pour entrer dans la maison. Voyant ça, Joe rangea vite ses sous-vêtements. Haiwan éclata de rire et le taquina. « Tu es gêné ?» Puis elle avoua qu'elle n'était pas venue suivre Ina, mais bien pour voir Joe. Elle ajouta qu'il était plutôt mignon aujourd'hui. Taijo, surpris, ne comprit pas ce qu'elle trouvait de mignon chez lui. Après cela, ils se rendirent tous chez Ina pour boire et discuter. Ina s'assit près de Haiwan et lui demanda si elle voulait devenir sa petite amie. Puis il pria Joe de le présenter. Joe dit qu'Ina possédait beaucoup de choses, mais qu'il avait aussi perdu énormément. Mais il était si riche que perdre ne changeait rien. En entendant cela, Haiwan expliqua qu'elle travaillait dur pour gagner sa vie, et qu'elle n'avait pas de temps pour des relations. Si Ina continuait à la poursuivre, elle se sentirait mal à l'aise. Haiwan regarda vers Taiho, qui resta impassible. Et quand Ina fit sa déclaration, Joe n'osa pas non plus la regarder droit dans les yeux. À travers la vitre, il voyait seulement qu'elle semblait heureuse. Ensuite, Ina voulut raccompagner Haiwan chez elle, mais Joe l'arrêta, car il jugeait qu'Ina avait trop bu. Dans le bus, Haiwan envoya un message à Cho, l'invitant à boire un verre seul avec lui. En haut d'un endroit perché, ils tenaient en chacun une canette de bière et contemplèrent le ciel nocturne. Haiwan pensa que Taiho restait auprès d'Ina pour trouver une opportunité de s'élever. Elle dit qu'elle avait peut-être le même but que lui, puis elle demanda si Taiho l'aiderait si un jour elle sollicitait son aide. Après un moment de réflexion, Joe répondit catégoriquement non, mais il ajouta qu'il ne l'empêcherait jamais non plus. Joe se leva pour partir, mais Haiwan affirma qu'il l'aiderait quoi qu'il en soit. Pendant ce temps, Ina se demandait pourquoi Joe ne lui avait pas dit que Haiwan était sa voisine. De son côté, Joe passa devant la supérette où il avait discuté avec elle, et il ressentit soudain un regret amer. Le lendemain, au dîner de la famille Congo, Wiju proposa d'inviter Ina à dîner samedi soir. L'aîné, Inju, s'y opposa immédiatement. Ina n'avait pas le droit de mettre un pied dans cette maison. Sa mère aussi désapprouva l'idée de sa fille. Cependant, le président Kang demanda au chef Moon de vérifier si Ina était libre samedi soir. La directrice Jang protesta avec force. Ina ne devait en aucun cas venir dîner ici, mais son mari lui rappela qu'Ina avait obéi à sa demande en renonçant à l'héritage. Et elle ne devait pas croire qu'il ignorait ses manigances. Tout ce qui concernait le groupe Congo devait être décidé par lui seul. Sur ces mots,
Le président Kang appela aussitôt Ina. La directrice Jang, furieuse, quitta la pièce. Kang invite Ina au manoir pour le dîner de samedi. Le fils illégitime en fut extrêmement surpris. Taiho aussi fut étonné. Il n'aurait jamais pensé que le président agirait si vite. La directrice Jang jeta alors sur la table l'acte de renonciation d'Ina et quitta la pièce avec colère. Joe avertit Ina que le président Kang était un homme froid et sans cœur. Il voulait sûrement utiliser Ina seulement pour punir sa femme d'avoir tenté de lui retirer son pouvoir de décision. Sa bienveillance ne durerait pas. Il fallait donc qu'Ina montre à son père qu'il était obéissant mais pas faible, qu'il connaissait sa place mais qu'il pouvait gravir n'importe quel échelon, qu'il n'était pas cupide mais ambitieux. Joe l'encouragea. Ce ne serait pas facile, mais il croyait qu'Ina en était capable. Peu après, Kang remit l'acte de renonciation au chef Chu. Il lui demanda aussi s'il existait d'autres choses concernant le groupe Congo qu'il ignorait. Puis il rappela à Chu de ne jamais trahir sa confiance. Le président annonça qu'il voulait signer un contrat avec le cabinet Minton, futur conseiller juridique du groupe. Il comptait racheter cette firme, qui deviendrait une arme redoutable pour renforcer Congo. Actuellement, seuls Kang et Chu connaissaient ce secret. Si la nouvelle venait à fuiter, ce ne pourrait être que Chu. Kang promit même de confier la société Minton à Chu, qui le servait depuis 19 ans. Reconnaissant, ce dernier le remercia sans fin. Puis Kang lui ordonna de garder précieusement l'acte de renonciation. Il pourrait s'avérer utile un jour. Pendant ce temps, Sunju se rendit à l'université pour rencontrer le professeur Choi. Il lut le plan du centre de coprospérité rédigé par l'étudiant Cho, le visage rempli d'intérêt. Le professeur affirma que ce plan serait l'arme la plus puissante pour lui permettre de devenir le maître de Congo. Sunju demanda alors à Choa de démissionner et lui promit de le nommer directeur afin de bâtir ensemble ce centre. De son côté, Wiju dessinait le portrait de son tuteur dans un restaurant. Peu après, Ina entra et salua sa petite sœur qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Puis il lui demanda si elle n'avait pas peur d'être punie par leur mère en séchant les cours ainsi. Wiju répondit qu'elle avait soudoyé son professeur. C'est alors qu'une employée du restaurant entra. C'était Haiwan. Ina fut très surpris. En apprenant que cette serveuse était l'amie de son frère, Wiju lui demanda si elle connaissait Taiho. Puis elle ajouta qu'elle n'aimait pas voir d'autres femmes tourner autour de son homme, avant de sourire et de dire qu'elle plaisantait. Haiwan répliqua aussitôt qu'elle non plus n'aimait pas voir d'autres femmes tourner autour de son homme. Après ces mots, Wiju commença à se sentir mal à l'aise. Quand Haiwan quitta la salle, Wiju la regarda d'un œil peu amical. Après avoir raccompagné sa sœur, Ina retourna au restaurant. Il voulut s'excuser auprès de Haiwan pour l'attitude de Wiju. Il proposa aussi de la raccompagner après son service. Mais Haiwan répondit qu'elle était trop occupée et n'avait pas de temps à perdre pour des rendez-vous. Le lendemain, Ina se rendit au manoir Congo. L'aîné sortit aussitôt et déclara qu'il sentait une odeur nauséabonde. Wiju apparut et demanda à Ina de ne pas prêter attention à ses paroles. Mais quand son frère aîné pointa le doigt vers son visage, elle lui mordit la main. Furieux, Inju ordonna au chef Moon de chasser immédiatement Ina. La directrice Jang accusa Ina d'avoir semé le chaos dans la famille. Elle le rappela à l'ordre. Il devait connaître sa place et ne plus jamais remettre les pieds au manoir. Ensuite, le chef de section Moon informa le président Kang qu'Ina était partie dès qu'il avait entendu les paroles de la directrice Jang. Joe prit un taxi jusqu'à la plage pour retrouver Ina. Ina confia sa tristesse d'être encore méprisée en entrant dans le manoir. Joe répondit qu'il savait désormais quoi faire. Ina devrait endurer beaucoup d'humiliations à l'avenir, mais Taiho l'aiderait à devenir le fils officiel de la famille Kango. Comme prévu, Sunju et le professeur Choi se rencontrèrent, confirmant ainsi la création du centre de coprospérité. Enfin, le plan de Taiho et d'Ina commença. Le soir, pendant le dîner de famille, Wiju se fâcha car personne ne semblait se soucier du départ d'Ina. Puis elle se disputa violemment avec son frère aîné. Le président Kang intervint aussitôt pour l'arrêter, mais Wiju continua à se lever, à réprimander les gens de la maison puis sortit. À ce moment-là, le président Kang se tourna vers son fils aîné pour lui reprocher de l'avoir insulté dans sa propre maison. C'était lui qui avait invité Ina, mais Inju l'avait chassé. Il avertit aussi qu'Inju serait puni pour avoir osé l'insulter. La directrice Jang la suivit et gifla Wiju. Elle rappela que Wiju avait 17 ans et était déjà une adulte. Elle ne pardonnerait plus les caprices de sa fille. Elle exigea aussi que sa fille se comporte selon l'éducation qu'elle avait reçue. Mais elle n'oublia pas de lui dire que la domestique lui apporterait un sac de glace.
La directrice Jang alla ensuite voir le chef Moon pour lui demander si quelque chose d'étrange était arrivé à Wiju récemment. Le chef Moon expliqua que le nouveau professeur de mathématiques de la jeune fille était un ami du jeune maître Inna, car celui-ci lui avait dit qu'un ami en difficulté cherchait du travail. À ce moment-là, la domestique accourut pour annoncer que la demoiselle était introuvable. Elle errait dans la rue, refusant sans cesse les appels de sa mère. Elle se sentit effrayée d'être seule dans ce lieu désert. Alors, elle appela aussitôt Joe pour lui dire qu'elle avait fugué. Wiju courut sur un terrain de sport, puis s'allongea, épuisée. Elle fut très heureuse lorsque Joe arriva. Cependant, Joe lui demanda de rentrer immédiatement. C'est alors que Iwan arriva également. Wiju affirma aussitôt son territoire et présenta Joe comme son professeur de mathématiques. Si Iwan voulait un ami, Inha lui suffisait. Après ces mots, elle alla saisir le bras de Joe. Inha arriva en voiture, mais Wiju refusa d'y monter. Ensuite, Wiju supplia Joe de l'accompagner, sinon elle n'irait nulle part. Inha pria lui aussi Joe de monter. Iwan intervint pour demander un trajet de retour, puis elle se présenta à Wiju comme étant la voisine de Joe. En rentrant, Wiju fut encore plus surprise de découvrir les maisons de Joe et de Iwan si proches l'une de l'autre. Elle craignait qu'ils ne se voient chaque soir. Une fois tout le monde rentré, Inha rappela aussitôt à sa sœur qu'elle n'avait pas le droit d'entretenir de relations avec Joe. Wiju demanda seulement si son frère aimait Iwan. Elle espérait qu'Iwan finisse vite par aimer son frère. Après cela, Wiju se sentit mal à l'aise face à la proximité entre la maison de Joe et celle de Iwan. Joe sortit de chez lui et aperçut Iwan, observant un couple. À ce moment, il reçut un message du chef Moon l'informant que son contrat de tutorat était rompu. Le lendemain matin, Wiju se précipita dehors en découvrant que son professeur de mathématiques avait été remplacé. Mais la demoiselle fut retenue par la domestique zélée. Wiju dut prétendre qu'elle allait à l'école pour avoir une excuse de sortir. Wiju s'assit tristement dans la voiture et ordonna au chauffeur de s'arrêter. Puis elle prit aussitôt un taxi malgré la faible opposition du chauffeur. Wiju alla directement à l'université pour parler à Tejo. À ce moment, Iwan passa et vit Joe sortir froidement son téléphone pour appeler le chef Moon. Il demande à son interlocuteur d'envoyer le numéro de compte afin de rembourser l'avance reçue. Ensuite, il dit à Wiju qu'il était l'employé et qu'elle était la patronne. Le contrat s'était terminé, et eux aussi. Encore une fois, Joe affirma que Wiju ne viendrait jamais à bout de sa patience. Wiju rétorqua avec colère qu'elle avait oublié leur relation de patronne à employé. Elle lui lança ironiquement de continuer à s'efforcer de maintenir la frontière qu'il avait tracée. Après ces mots, Wiju appela froidement son chauffeur pour venir la chercher. Mais, contre toute attente, la jeune fille pleura tellement dans la voiture que le chauffeur en resta muet. Quand Joe arriva à la bibliothèque de l'université, Iwan apparut. Elle lui demanda pourquoi il traitait Wiju avec autant de froideur. Elle lui rappela aussi de considérer Wiju comme un de ses atouts, mais Joe répondit qu'il n'avait pas besoin de ses conseils. Après cela, il se retourna et s'éloigna. Après cela, Iwan partit aussi, mais il s'avéra qu'Inha, cachée dans un coin, avait tout entendu. Il se demande ce que Iwan avait voulu dire par là. La mère de Iwan travaillait désormais à temps partiel dans un casino. Elle voulait absolument avoir beaucoup d'argent pour pouvoir jouer avec les autres. Elle songea alors à aller voir sa fille pour lui demander encore de l'argent. À ce moment-là, elle aperçut par hasard plusieurs caisses d'argent transportées à l'intérieur. Quand le chef quitta la pièce, elle s'approcha discrètement. Puis elle ouvrit la porte en cachette et entra dans le bureau du chef. Après avoir pris une liasse épaisse de billets, elle s'enfuit précipitamment. Le lendemain, Iwan venait de finir les cours dans l'amphithéâtre. Le chef, accompagné de ses hommes, lui barra la route et demanda à Iwan de rendre les 50 millions que sa mère lui avait volés. À la surprise générale, Iwan répondit aussitôt qu'elle n'avait pas de mère, qu'ils aillent chercher cette femme ou porter plainte au commissariat. Quand Iwan sortit, le chef ordonna aussitôt à 2 hommes de la suivre. Les 2 subordonnés lui barrèrent alors la route. Le chef la gifla aussitôt, mais Iwan répliqua immédiatement. Furieux, le chef allait l'attaquer quand Tejo surgit à temps pour l'arrêter. Heureusement, la sécurité de l'université arriva aussi. Le chef ne put que menacer d'aller chez Iwan avant de repartir avec ses hommes. Taiho prit la main de Iwan et l'entraîna dans l'amphithéâtre. Il lui demanda s'il y avait un endroit où elle pouvait éviter ces gens. Iwan répondit qu'elle avait déjà vécu cela plusieurs fois, mais qu'elle n'avait jamais fui, car ce serait comme admettre que cette femme faisait partie de sa famille. Elle n'avait rien fait de mal, donc rien à craindre. Inha jouait au basket quand un ami vint lui parler de Iwan. À ce moment, Iwan reçut aussi un appel d'Inha, mais choisit volontairement de ne pas répondre. Joe rentrait chez lui, encore inquiet pour Iwan, et décida de retourner à l'université pour la chercher. Inha se précipitait lui aussi pour la retrouver partout. Il finit par la retrouver dans l'amphithéâtre. Inha la serra dans ses bras et dit qu'il avait eu très peur pour elle. Puis, sans prévenir, il posa un baiser sur les lèvres de Iwan. Joe apparut et les vit s'embrasser. Iwan jeta aussi un regard en direction de Joe. Joe fut extrêmement surpris, mais recula pour ne pas les déranger.
Hee-wan ne repoussa pas l'étreinte du jeune maître. Joe prit le bus pour rentrer, encore sous le choc. En descendant du bus, il courut aussitôt chez lui. Il vit alors Hee-wan avec un sac de voyage. Elle annonça qu'elle allait rester quelque temps chez Ina. Joe attrapa aussitôt la main de Hee-wan pour l'empêcher de partir. Mais en voyant Joe hésiter si longtemps, Hee-wan prit la parole. Elle lui dit que s'il continuait ainsi, il n'aurait jamais de bonne fin. Elle lui demanda aussi « Ne voulais-tu pas, toi aussi, une nouvelle vie ? Si l'on hésite, rien ne changera. » Après ces mots, Hee-wan s'en alla, laissant Joe impuissant. Ensuite, Joe rentra chez lui en repensant à ce que Hee-wan venait de lui dire. À sa grande surprise, Hee-wan frappa à sa porte. Au même moment, Ina appela aussi. Joe allait raccrocher, puis décida finalement de décrocher. Dehors, après avoir attendu un moment, Hee-wan repartit déçu. 5 ans passèrent rapidement. Le centre de coprospérité avait été fondé et fêtait son 5e anniversaire. Le jeune maître Ina ajustait ses vêtements pour se placer parmi les autres employés du centre. Puis le président Kang arriva avec son second fils Sunju et son aîné Inju. Le professeur Choi fit aussi son apparition et entra. Ina s'inclina pour accueillir le président, mais son père ne jeta même pas un regard à son fils illégitime. Le professeur présenta Tai-ho comme l'employé qui avait rédigé le discours du jour. Tai-ho se présenta alors comme membre du groupe de formation en leadership mondial. Il s'appelait Han Tai-ho. Puis le président Kang demanda à parler en privé avec l'employé Tai-ho. Le président annonça soudain qu'il renvoyait Tai-ho. Il affirma que, durant les 5 dernières années, ce n'était pas Tai-ho qui avait fait grimper la valeur du centre à 30 trillions, mais ses propres hommes. Tae-jo répondit qu'il pouvait aller n'importe où et fonder un autre Congo. Le président évoqua alors le père criminel de Tae-jo pour le provoquer. En voyant l'employé montrer des signes de colère, le président le sermonna aussitôt. Pour travailler avec lui, Tai-ho ne devait absolument jamais laisser transparaître sa colère, même un instant. Il devait apprendre à cacher sa vraie nature désormais, et s'entourer d'un esprit fort à ses côtés. Ensuite, le président Kang prononça devant tous les employés du centre de coprospérité le discours rédigé par Cho. Quand toutes les délégations furent réparties, Joe dit à Ina que le directeur Choi serait bientôt écarté car il avait perdu son utilité. Sunju prévoyait d'utiliser le centre de coprospérité comme arme pour prendre le contrôle du groupe Congo. Puis Tai-ho alla saluer le président Kang et, dès cet instant, devint son secrétaire personnel. 5 autres années passèrent. Ce jour-là, le président Kang nageait quand il perdit soudain connaissance. Toute la famille accourut à l'hôpital, mais en arrivant, ils trouvèrent le président dégustant tranquillement un steak. La directrice Jang et Inju furent très contrariés de voir Joe présent. Puis chacun rentra chez soi, exprimant son malaise car le président n'avait cessé de louer Joe ces 5 dernières années. À ce moment-là, Joe entra dans la chambre d'hôpital pour voir le président Kang. Il annonça que le député Kim avait promis d'être élu, comme le président le souhaitait. Le président déclara qu'une fois Kim à la tête du parti, le projet Royal Road commencerait. 1 an plus tôt, le président Kang avait projeté de bâtir une grande ville sur une plage et d'en faire un pays dans la Corée. Le président annonça ensuite que les terrains pour Royal Road avaient déjà été achetés. Il ne restait plus qu'à lancer la construction. Ina travaillait comme manager dans une société informatique, une petite filiale du groupe Congo. Hee-wan travaillait pour le parti Ani, chargé de la campagne politique. Sunju alla tirer pour s'amuser avec le député Lee afin de nouer des liens politiques. Il ignorait que le système de caméra du club de tir avait été piraté par un jeune hacker et que toutes les données avaient été téléchargées. Ces images furent aussitôt envoyées à Tae-jo. Il dit à Ina et Hee-wan que, dans 5 jours, Lee serait élu au parti Hani et que Sunju compterait sur lui pour attaquer Royal Road. Comme prévu, lors de la conférence du parti Hani, Lee fut élu chef du parti. Hee-wan faisait aussi partie de l'équipe de campagne du député. Le président Kang fut très en colère en voyant que ce n'était pas Kim mais Lee qui avait gagné. Il fit donc une crise cardiaque et dut prendre ses médicaments. Le président ordonna à Joe d'enquêter sur ceux qui soutenaient la position politique de Lee. À ce moment, la directrice Jeng et son fils levaient aussi leur verre pour fêter l'élection de la force politique qu'ils soutenaient. Joe rencontra Hee-wan en privé et lui demanda si elle avait pensé à épouser Ina. Quand Hee-wan dit qu'elle n'était pas prête, Joe changea aussitôt de sujet pour parler travail. Il expliqua que le président Kang avait déjà acheté les terrains pour construire Royal Road. Si cela réussissait, tout irait bien, mais si cela échouait, il serait accusé d'abus de confiance et de corruption. Tae-jo demanda à Hee-wan de lui fournir, sous 2 jours, davantage d'informations internes sur le parti Hanmi lié à Sunju. Le lendemain, Hee-wan alla travailler au parti Hanmi et tenta d'approcher le chef Park. C'était aussi lui qui avait beaucoup aidé le député Lee durant cette campagne. Le chef Park invita Hee-wan à la fête de célébration avec les autres assistants, mais elle refusa car elle avait déjà un rendez-vous.
Pendant ce temps, la jeune demoiselle Weiju fut furieuse quand sa belle-sœur lui annonça que sa mère avait arrangé son mariage avec un jeune maître nommé Kohan. Elle partit aussitôt voir sa mère biologique. À ce moment-là, la directrice Jang déclara qu'elle allait préparer sans attendre la cérémonie de fiançailles de sa fille. Weiju affirma aussitôt que sa mère ignorait les choses terribles que Koi-chan avait faites en Amérique. D'après ce que savait Weiju, il ne savait que s'amuser. Weiju n'acceptait pas non plus un mariage forcé. Elle ne voulait pas vivre une vie malheureuse comme sa mère. Si sa mère l'y forçait encore, elle serait prête à quitter ce monde. Weiju ajouta qu'elle n'avait plus rien à dire avant de partir. Après être sortie, Weiju voulut aussitôt appeler ses contacts pour en savoir plus sur son fiancé. En parcourant ses contacts, elle tomba par hasard sur le nom de Taiho, mais se contenta de le regarder sans appuyer sur « Appeler ». Quant à Iwan, elle avait rendez-vous dans un restaurant ce soir. Dans une salle VIP du restaurant, le chef de département Go tentait de convaincre les assistants du parti de rejoindre Sunju-sa, car tôt ou tard, le président Kang serait renversé. Et sous la table, un dispositif d'écoute avait été installé. Ainsi, Iwan pouvait entendre clairement toute la conversation. Puis, elle remit une liasse d'argent au personnel du restaurant comme paiement. Ensuite, elle envoya un message à Cho pour qu'il vienne immédiatement chez Ina. Iwan annonça que Sunju placerait le député Lee au poste de contrôle de l'Assemblée nationale. Après avoir saboté le projet Royal Road, ils accuseraient le président Kang de corruption. Après avoir renversé Kang, le centre de coprospérité serait séparé du groupe Kango et deviendrait une société par action. À ce moment-là, Sunju prévoyait de voler le noyau de Congo pour fonder un nouvel empire. Il devait d'abord convaincre le président Kang de détacher le centre de Congo. Taiho répondit que le président Kang n'abandonnerait pas le centre. Le député Lee servirait d'appât pour pousser Kang à évincer Sunju. Taiho affirma aussi que Sunju et le député Lee n'obtiendraient rien de ce qu'ils voulaient. Puis il alla voir Guanji et vit la photo du directeur Kang et de son fils, rencontrant secrètement le directeur Chu avec les documents de l'organisation caritative. Guanji expliqua qu'il s'agissait d'une organisation d'aide aux réfugiés africains dirigée par la fondation de la directrice Jang, mais qu'en réalité, c'était un moyen de blanchir de l'argent illégal. Quelques jours plus tôt, la directrice Jang avait organisé une rencontre avec le directeur Chu au club de tir. Puis Sunju apparut et commença à attirer Chu de son côté pour renverser Kang. Sunju demande à Chu de lui fournir des documents sur la création du cabinet d'avocats Minton. 15 ans plus tôt, il voulait rassembler des preuves de la corruption de son père. Lorsque Chu détourna le regard, Sunju lui promit de lui laisser diriger son propre cabinet mondial. À ce moment-là, il serait le patron et n'aurait plus à obéir à personne. Cette nuit-là, alors que Sunju dormait, son téléphone s'alluma automatiquement. En réalité, il avait été piraté et contrôlé par Guanji. Le lendemain matin, le directeur Chu envoya aussi un message à Sunju, acceptant de coopérer. Il demanda à Sunju de tenir sa promesse, mais Sunju murmura qu'il avait promis, pas qu'il la tiendrait. Guanji entendit ces mots et envoya un message à Joe. Peu après, Sunju brancha son téléphone à l'ordinateur. Guanji commença aussi à télécharger les documents secrets qu'il y conservait. Le lendemain, un livreur remit à Sunju une clé USB envoyée par Chu. Elle contenait toutes les preuves montrant que le président Kang avait soudoyé des politiciens pour racheter le cabinet Minton. Guanji fut très surpris en la découvrant. La directrice Jang prit rendez-vous avec le directeur de l'hôpital Congo où le président Kang était soigné. Elle voulait s'informer sur l'état de santé réel du président Kang. Lorsque le directeur refusa de le dire, Jang le menaça de révéler ses propres agissements. En réalité, il avait nommé son fils, passé par un centre de désintoxication, comme chef du service chirurgie à l'hôpital Kango. Joe informa le président Kang qu'une villa avait été achetée en Espagne au nom de la fille du député Lee. Un compte bancaire suisse au nom de cette fille avait aussi reçu $1 million d'une organisation africaine de réfugiés appelée C-Africa. Le président Kang comprit qu'il s'agissait d'une organisation créée pour blanchir l'argent du fonds artistique du directeur Jen. Taiho annonça aussi que Sunju voulait utiliser le centre de coprospérité pour renverser le groupe Kango. Il ajouta que le cabinet Minton pouvait devenir la plus grande faiblesse du président Kang. Le vice-président Seongju le savait déjà. Joe montra au président Kang une photo où l'on voyait Sunju rencontrer secrètement le directeur Chu. Le président entra dans une grande colère d'avoir été trahi par Chu. Il ordonna aussitôt à Cho de l'appeler. Taiho obéit et convoqua le directeur Chu à l'entreprise immédiatement. À la sortie du travail, Ina arriva dans une supercar et invita Haiwan à aller à la plage avec lui. Les deux s'allongèrent devant un grand écran projetant des images de mer. Ina demanda soudain Haiwan en mariage. Elle sourit et accepta, ajoutant que le jour où il la ferait entrer fièrement dans le manoir approchait. Elle lui serra la main très fort. Le président convoqua le directeur Chu et tout le personnel clé du Congo. Il leur demanda d'établir une
une nouvelle décentralisation du centre de coprospérité. Taiho demande à chacun de remettre son téléphone pour éviter les fuites. Le directeur Shu, apeuré, n'osa rien dire. Alors que tous étudiaient sérieusement l'organigramme, Shu se cacha dans les toilettes. Il savait que le président Kang préparait une offensive contre Seongju. Il ne savait pas comment prévenir Sunju. En sortant, il trouva Taiho devant lui. Celui-ci lui tendit un téléphone pour ses besoins, mais Chu répondit qu'il ne pouvait pas briser les règles. Il retourna à sa place, l'air inquiet, tandis que Taiho rendait compte au président Kang. Sunju, de son côté, courut annoncer à sa mère que son père voulait reprendre le centre. Chu venait de l'appeler pour le prévenir. En apprenant cela, la mère décida d'utiliser sa dernière carte pour prendre le contrôle du Congo. Lors du conseil du groupe Congo, le président Kang commença par féliciter les grandes contributions de Sunju. Puis il annonça qu'il allait lui remettre des actions du groupe. L'aîné fut ravi d'entendre cela, mais le président poursuivit en annonçant que le centre de coprospérité serait réorganisé et placé sous son contrôle direct. Il promit de ne pas détruire ce que Songju avait créé. Le directeur Choi reviendrait à la tête du centre. La veille, Tijo avait rencontré en secret Choi que Sunju avait déjà abandonné. Il lui avait promis de le ramener, mais à condition qu'il s'oppose à Sunju. Sunju, furieux, retourna dans sa chambre. Son père l'avait neutralisé en le plaçant à la tête d'une autre filiale. Le lendemain, de nombreux procureurs arrivèrent pour perquisitionner le groupe Congo sous la direction du procureur Ha. Avant cela, le procureur en chef l'avait averti qu'il avait reçu un email anonyme parlant d'une bombe capable de faire tomber le président Kang. Les enquêteurs se précipitèrent et saisirent tous les dossiers de l'entreprise. La directrice Jang sortit alors une clé USB importante et alla voir son mari. Elle lui demanda de rendre le centre de coprospérité à son fils. Elle lui montra la clé, expliquant qu'elle contenait les preuves de sa prise illégale du cabinet Minton, avec toutes les fautes commises pour en arriver là. Elle menaça de détruire le rêve qu'il voulait bâtir. Le président Kang fit une crise cardiaque et s'écroula, mais sa femme continua de le menacer, disant qu'elle ferait tout pour son fils. Elle posa la clé USB sur la table en précisant qu'il ne s'agissait que d'une copie. À ce moment, elle reçut un appel l'informant que le procureur venait perquisitionner Kango. Elle dit à son mari qu'elle voulait le faire tomber, mais qu'étrangement, quelqu'un d'autre l'avait déjà fait avant elle. Le président Kang insista qu'il se battrait, mais il fit une crise cardiaque et chancela. Il prit la boîte de médicaments, mais la laissa tomber. Sa femme s'avança pour la ramasser, mais elle décida de ne pas le faire. Un moment plus tard, Joe entra. Il prit le flacon de médicaments et appela l'ambulance. Au même moment, le procureur Ha donnait avec zèle des instructions à ses hommes pour saisir les dossiers. Soudain, le procureur en chef téléphona et ordonna d'arrêter immédiatement la perquisition. Le procureur Ha dut donc rappeler ses subordonnés. Il dit alors à ses collègues que le président Kang était un homme incroyablement chanceux. Le président était inconscient. Ha, furieux, rageait de le voir s'évanouir à ce moment-là. Inju accourut à l'hôpital et demanda à la directrice Jiang ce qu'elle avait fait à son père. Il savait qu'elle était avec lui juste avant son malaise. Mais la belle-mère demanda à tout le monde de garder le silence pour laisser son mari se reposer. Elle insista qu'il allait bien quand elle l'avait quitté. Elle prétendit n'avoir appris que récemment qu'il risquait un arrêt cardiaque à tout moment. Quand Inju dit qu'il connaissait le complot de Jiang et de son fils, elle fit semblant d'être choquée et chancela. Tandis que les deux fils s'accusaient, Joe intervint et demanda à tous de sortir pour que le président puisse se reposer. La directrice Jiang donna l'exemple et sortit la première. Weiju jeta un coup d'œil à Joe avant de suivre sa mère. Inju demanda à Joe d'arrêter de faire l'arrogant, puis sortit avec sa femme. Dehors, Weiju dit qu'elle avait quelque chose à faire et ne pouvait pas accompagner sa mère. Sa mère lui rappela de ne pas être en retard pour la rencontre avec la famille Go, où l'on discuterait des détails de son mariage avec le fils du président Go. Quand sa mère et son frère furent déjà en voiture, Weiju appela pour obtenir des informations sur son fiancé, Ko-hee-chan. Dans la voiture, Sunju se demanda qui connaissait le secret de son père et avait pu le dénoncer au procureur. Mais sa mère lui dit de ne pas chercher cette personne. Elle lui rappela d'être reconnaissant qu'un autre ait fait le travail pour eux. Elle ajouta qu'il fallait tenir d'urgence une réunion avec les dirigeants du groupe Congo. À l'hôpital, Tejo resta auprès du président Kang. Il reçut soudain un message d'Ina qui voulait lui parler dehors. Tejo répondit que le président était toujours dans le coma, mais Ina s'en souciait peu. Il craignait que le plan promis par Tejo échoue. Tejo lui conseilla de ne pas trembler, sinon leur plan tomberait. Il lui rappela aussi d'avoir confiance en lui. Ina acquiesça et s'éloigna. Peu après, Tejo reçut un appel de la secrétaire d'Inju qui lui fixait un rendez-vous. Inju emmena Joe dans un appartement de luxe et promit que ce lieu serait à lui s'il le voulait. Inju affirma qu'il connaissait tout du passé de Joe et voulait l'acheter avec cet appartement. Mais Joe répondit que s'il voulait le rallier, il devait offrir bien plus qu'une maison.
S'il avait tout ce qu'Inju possédait, alors il pourrait devenir son homme. Sinon, il préférait partir. Quand Joe quitta l'appartement, Inju appela aussitôt son secrétaire pour qu'il vienne. Joe allait entrer dans l'ascenseur quand il vit Mogi-jun arriver avec une batte de baseball. Puis Inju frappa son propre secrétaire à plusieurs reprises. Il lui ordonna ensuite de surveiller Joe de près dès le lendemain. Taiho retourna dans la chambre du président Kang et le trouva en pleine forme. Le président demanda immédiatement à Taiho s'il pouvait lui faire confiance. Si le plan échouait, il exposerait toutes les faiblesses de Taiho. Mais s'il réussissait, il pourrait lui donner tout ce qu'il voulait. Auparavant, quand il avait appris que Sunju avait séduit le directeur Chu, le président avait ordonné d'appeler Sunju. Mais Tejo répondit qu'il pouvait le rétrograder ou réduire son salaire. Était-il sûr que Tejo ne se retournerait pas contre lui? Il fallait en finir d'un seul coup. Joe proposa de porter plainte contre le président Kang auprès du procureur et de présenter le lien illégal entre le cabinet Minton et lui. Ainsi, Sunju ne pourrait plus jamais l'accuser. L'œil de Joe se tourna vers le procureur A, ancien policier. Isolé, il avait besoin de pouvoir et d'argent. Le président devait rester discret et continuer à diriger Minton normalement. Joe expliqua que ce plan serait idéal pour le projet Royal Road. En cas de crise, le président n'aurait qu'à intervenir et l'aider, ce serait suffisant. Le dernier pion de ce plan, c'était Ina. Seul lui pouvait devenir un diable pour son père. Il fallait quelqu'un de son sang pour faire ce que ses deux autres fils ne pouvaient pas. Ina n'était qu'une carte jetable pour le président. Kang dit que, tant qu'Ina n'avait pas l'ambition de prendre Congo, il fallait préparer un contrat clair définissant ce qu'il pouvait et ne pouvait pas faire. Le lendemain, Sunju entra dans l'entreprise avec sa délégation et le directeur, Choa. Joe comprit que Choa l'avait encore trahi et avait changé de camp une fois de plus. Choa le regarda en souriant ironiquement. Joe murmura que Choa ne devrait pas sourire ainsi, car il n'était que manipulé. À ce moment-là, Joe reçut un appel de Haiwan, l'informant qu'Ina avait disparu. Joe alla chez Ina et vit le projecteur affichant l'image de la plage. Il dit à Haiwan qu'il ramènerait Ina et qu'elle devait rester ici. Joe alla sur la plage où ils allaient souvent et l'y trouva. Tejo dit alors la vérité, le président allait bien. Ina frappa aussitôt Tejo, lui reprochant de ne pas lui avoir dit plus tôt et de le mépriser. Tejo expliqua qu'il ne pouvait pas être imprudent, sinon tout recommencerait à zéro. Il ajouta que faire d'Ina le président de Congo était le sens même de son existence. Le président Kang voulait voir Ina. Le troisième fils du groupe Congo allait enfin agir. Uju, elle, alla dans un bar chercher son fiancé à ranger. Elle demanda sèchement aux deux filles de s'éloigner pour parler au jeune maître seul. Kohi-chan ordonna aussi aux deux filles de partir. Uju déclara qu'elle ne l'épouserait pas car elle ne l'aimait pas. Il ne devait donc pas rêver d'elle. Chacun convaincrait sa propre famille. Quand Uju partit, le jeune maître, intrigué, appela aussitôt sa mère pour dire qu'il voulait sortir officiellement avec elle. Dans le parking souterrain, Taiho conduisait quand Uju le stoppa. Il sortit de la voiture. Uju dit que c'était la seule façon de briser sa froideur envers elle. Taiho lui demanda immédiatement de rentrer. Puis il gara la voiture et passa devant elle sans un mot. Uju prit alors sa chaussure et frappa plusieurs fois sa voiture. Taiho l'arrêta, remit la chaussure à son pied et répéta qu'elle devait rentrer. Mais Uju déclara qu'elle annoncerait à ses parents qu'elle l'épouserait. Personne ne pourrait rien contre sa volonté. Taiho répondit que s'il l'épousait, il passerait pour un lâche qui n'avait rêvé que d'une riche héritière. Quand Uju dit qu'elle le protégerait, il lui rétorqua de penser plutôt à sa propre survie dans la famille Kang. Ce n'était pas un conte de fées, il n'y aurait pas de happy end. Il lui ordonna de ne pas l'entraîner dans son rêve. Uju lui cria alors d'attendre et de voir si elle pouvait l'épouser. Joe affirma qu'il ne changerait pas d'avis et s'éloigna froidement. Des larmes commencèrent à couler sur les joues de Uju. Pendant ce temps, la directrice Zhang réunit d'urgence les cadres du groupe Congo. Elle annonça que, durant l'absence du président Kang, c'était son devoir d'assurer l'intérim. Mais se jugeant encore insuffisante, elle décida de confier le rôle à plus compétent qu'elle. Elle nomma alors Sunju, directeur de Congo Securities. Celui-ci se leva et salua sous les applaudissements. Mais à ce moment, Guanji entra en action. Il pénétra dans la bourse de Kango et lança le versement de 1000 actions à chaque actionnaire. La nouvelle se répandit vite et plus de 5 millions d'actions furent émises. La directrice Jiang alla voir le président K allonger les yeux clos. Elle promit que leur fils, Seungju, dirigerait bien Congo. Au même moment, Sunju reçut un appel. La bourse était en crise. Les médias rapportèrent aussitôt cet événement sans précédent. Chaque actionnaire recevait 1000 actions, faisant chuter le cours de Kango. Le chef de service parla d'une erreur technique. Mais il reçut aussitôt un appel annonçant l'arrivée du procureur. Sunju reçut une convocation pour émission illégale d'actions. Ina, lui, rencontra le président Kang et accepta de se joindre à lui. Sa condition,
que le président l'admette officiellement comme fils de la famille Kang et l'annonce publiquement. Le président lui montra le contrat et lui demanda de le signer. Inna demanda ce qui se passerait s'il refusait. Le président répondit qu'il ne se reverrait plus. Alors Inna signa. Sunju sortit du bureau du procureur encerclé par la presse. La directrice Jang, furieuse, s'en prit aux fleurs. Soudain, le président apparut, debout et bien vivant. Elle comprit que tout cela était son stratagème. Elle attaqua son mari, mais le président Kang la repoussa. Il déclara qu'elle ne pourrait rien lui prendre. Il la jeta à terre et lui ordonna d'attendre sa punition. Puis, il ajouta qu'elle devait dire à son fils qu'il se reverrait au conseil. La directrice Jang fut saisie d'effroi. Le président Kang demanda au chef de service Moon de préparer une réception pour accueillir un invité. Il exigea la présence de tous. Cette nuit-là, Inna se rendit aussi au manoir Kang. Le président invita son troisième fils à s'asseoir pour dîner avec eux. À peine Inna assis, la directrice Jang se leva et s'éclipsa. Seul Uju accueillit Inna chaleureusement. Puis la fête commença. Le lendemain, une foule de journalistes attendait au parquet. Taiho descendit de la voiture en premier et ouvrit le coffre. Le troisième fils, Inna, aida son père bien portant à en sortir, l'installa dans un fauteuil roulant et le poussa à l'intérieur comme un patient tout juste sorti de l'hôpital. Inna demanda aussitôt si son père était prêt. Les journalistes, stupéfaits, s'interrogeaient. Le président avait-il un fils illégitime? Le procureur Ha entra pour interroger le président Kang, mais Inna l'arrêta net et lui ordonna de ne plus poser de questions. L'avocat montra alors une clé USB affirmant que le président avait reconnu toutes les charges. Avant cela, Taiho avait remis la clé à l'avocat en lui demandant de la transmettre au procureur Ha pour clore l'affaire. Le procureur Ha la brancha à son ordinateur et crut d'abord qu'on le soudoyait ouvertement, mais Inna insista pour qu'il regarde le contenu. Il découvrit alors des dossiers prouvant des pots de vin au sein même du parquet, ainsi qu'une photo accusant un directeur de corruption. Le procureur en chef se précipita chez ce directeur pour lui en parler. La nouvelle circula rapidement dans les parquets voisins. Un instant plus tard, le procureur Ha reçut un appel de son supérieur lui ordonnant de libérer immédiatement le président Kang. Inna poussa donc son père hors du parquet, cerné par les journalistes. Joe amena le président devant le directeur Chu. Celui-ci tomba aussitôt à genoux et implora le pardon du président Kang. Très vite, l'existence du troisième fils du groupe Kanggo fit la une des journaux. Pendant ce temps, le procureur Ha rangeait son bureau. Le procureur en chef venait de lui annoncer sa rétrogradation temporaire. Quand le moment viendrait, il serait rétabli. Mais le procureur Ha était furieux. Il n'était qu'un bouc émissaire sacrifié par les puissants. Chez Kanggo, les employés murmuraient déjà Taiho serait promu directeur de département et Inna deviendrait chef de service. Dans l'ascenseur, Taiho croisa le directeur Choa. Celui-ci le félicita pour sa promotion. Taiho, un peu perplexe, lui dit qu'il pouvait rester à son poste actuel. Mais le directeur Choi répondit qu'il n'aurait jamais de gratitude envers Cho pour cela. De son côté, Inju continuait de passer ses nerfs sur son secrétaire particulier. Il ne supportait pas que Taiho ait été nommé directeur du bureau de la stratégie future, un département clé du groupe Kanggo. Sunju, lui, rentra chercher sa mère, mais le chef Moon l'informa qu'elle était partie à la villa. Quand Sunju appuya sur la sonnette, Moon l'arrêta aussitôt, lui demandant de laisser la madame se reposer. La directrice Jang s'était donc réfugiée à la villa familiale pour éviter son mari. Sunju alla alors s'agenouiller devant son père. Le président Kang lui annonça qu'il avait annulé sa révocation lors du conseil d'administration. Désormais, il devait vivre discrètement, et s'il recommençait, il n'aurait plus de place ni au Congo ni au manoir. Bien qu'insatisfait, Sunju resta à genoux et accepta les paroles de son père. Joe alla trouver Gwanji pour lui demander de lever le pied, car Sunju devenait fou et risquait de le traquer. Mais Gwanji resta confiant. Il avait été l'un des meilleurs espions formés par la Corée du Nord, et il contrôlait des banques partout dans le monde. Même si Sunju l'attrapait, il ne pourrait jamais le relier à Joe. Gwanji ajouta que, si jamais Taiho se faisait arrêter, il devrait veiller à ne pas l'entraîner dans sa chute. Iwan s'apprêtait à quitter le travail quand Inna lui envoya un message pour aller ensemble à la plage. Plus tard, tandis qu'il profitait de la brise marine, Inna passa une bague de fiançailles au doigt de Iwan. Il montra une bague identique qu'il portait à son annulaire. Iwan accepta et proposa aussi le mariage comme signe d'accord. Les deux s'enlacèrent alors, heureux. Pendant ce temps, chez lui, Taiho reçut un message d'Inna lui annonçant qu'il allait épouser Iwan et que Taiho était le premier averti. Il décida d'appeler Iwan, mais elle était occupée à regarder les feux d'artifice avec son fiancé. De son côté, Inju alla au sauna et apprit d'une amie qu'Inna et Joe avaient été très proches à l'université. Cette révélation éveilla fortement sa curiosité. Le lendemain, Joe retrouva Iwan à leur lieu de rencontre habituel. En voyant la bague de fiançailles à son doigt, il parut peiné
mais la félicita tout de même. Un paparazzi Mo-jun immortalisait secrètement la scène. Sur le chemin du retour, Aiwan pensa que si, ce jour-là, dans l'amphithéâtre, ce n'avait pas été Ina, mais Joe, elle aurait peut-être fait un autre choix. Elle songea à faire demi-tour, mais finit par continuer sa route. Elle décida d'assumer son choix actuel. Le jour suivant, Ina jouait seule au basket quand Taiho apparut, le surprenant. Il expliqua qu'en ne réussissant pas à le joindre, il avait deviné qu'Ina serait là, mais leur jeu n'avait plus la légèreté d'autrefois. Ina annonça que le président Kang venait d'appeler. Il dit au revoir et partit. À ce moment, un inconnu suivait Chio à distance. Alors qu'il sortait son téléphone, l'homme le frappa violemment dans le dos. Chio tomba et appela accidentellement Aiwan. Elle décrocha, mais n'entendit rien. L'agresseur raccrocha, prit de l'argent dans son portefeuille et partit. Tijo tendit la main vers le téléphone, en vain. Une image lui revint, celle où il tenait Aiwan dans ses bras 1 an plus tôt. Puis il s'évanouit. Ina se rendit au manoir pour voir son père et déclara franchement vouloir se marier. Le président accepta et leva son verre pour fêter les noces à venir. De son côté, Aiwan courut à l'hôpital et trouva Joe avec un bandage sur la tête. L'infirmière lui demanda de signer l'autorisation d'opérer. Joe ouvrit les yeux, lui prit la main et la supplia de ne pas partir. Puis il s'évanouit et fut emmené au bloc. Pendant ce temps, Ina recevait des appels de Aiwan, mais il n'y répondit pas, préférant continuer sa conversation avec son père. Le président sortit du vin et bavarda avec son fils nouvellement reconnu. Il lui dit que, s'il voulait rester son fils, il ne devait rien entreprendre par lui-même. Il n'avait qu'à suivre ses instructions. Puis, il l'autorisa à décrocher. Ina apprit alors l'agression de Joe et en informa son père. Au même moment, le portefeuille de Joe était jeté à la poubelle d'un WC public. Ina appela aussitôt le conseiller juridique de Congo et lui demanda de prévenir la police d'arrêter l'enquête, car cela nuirait à l'image du groupe. Puis il rejoignit Aiwan à l'hôpital, la serra dans ses bras et la consola en disant que Cho s'en sortirait. Il savait que Cho avait eu beaucoup de chance. Wiju, de son côté, quitta la maison en apprenant l'hospitalisation de Cho. Inju et Sunju, eux, commencèrent à se disputer, aucun n'avouant avoir envoyé quelqu'un pour tuer Taiho. Aiwan était assise près du lit quand elle vit la main de Joe bouger. Lorsqu'il ouvrit les yeux, elle voulut prévenir le médecin, mais il retint sa main et la serra fort. Soudain, Wiju entra et demanda pourquoi Aiwan était là. Ina arriva à son tour. Aiwan prétexta d'appeler le médecin et sortit. Wiju se rappela aussitôt la façon dont Cho avait tenu la main de Aiwan et en fut peiné. Après l'examen du médecin, Ina reçut un message de Aiwan lui disant qu'elle devait rentrer. Il appela alors le président pour lui annoncer que Cho s'était réveillé. Le président fut ravi qu'Ina ait empêché la police d'enquêter, préservant ainsi l'image du groupe Kango. Ina entra dans la chambre d'hôpital et dit à Wiju de rentrer se reposer. Mais Wiju insista pour rester et déclara qu'à cause de Aiwan, elle n'aimait plus Inha. Quand Ina dit qu'il allait épouser Aiwan, Wiju répondit qu'elle la détestait, car Aiwan n'aimait plus Inha. La seule personne qu'elle avait aimée, c'était elle-même. Ina rétorqua que si sa sœur insultait Aiwan, alors elle l'insultait lui aussi. Wiju lui assura qu'il le regretterait un jour, puis s'en alla. En réalité, Ina avait bien vu Tijo tenir la main de Aiwan, mais il avait choisi de l'ignorer. Il se promit qu'il ne regretterait jamais. Au travail, Aiwan apprit du chef Go que le directeur Tijo avait été agressé la veille. Il trouva étrange que Tijo, pourtant proche du président Kang, ait été attaqué. Mais le groupe Kango avait interdit toute enquête. Celui qui avait donné l'ordre n'était autre qu'Ina. Joe se réveilla et vit Ina assis à son chevet. Ina lui annonça qu'il serait transféré le lendemain dans l'aile VL de l'hôpital Kango. Quand Joe demanda si le coupable avait été retrouvé, Ina répondit que la police n'enquêterait pas. On ne devait plus évoquer l'affaire. Son père et lui en avaient décidé ainsi. Citer le nom de Joe, c'était aussi impliquer le président et le groupe Kango. Puis Ina ajouta que son père avait autorisé son mariage avec Aiwan. Après son départ, Joe se débarrassa de ses appareils de surveillance. Même en tombant à terre, il trouva la force de marcher. Il se rendit directement au bureau du président Kang. Il lui demanda qui l'avait attaqué et presque tué. Il savait que c'était contre la volonté du président, mais il voulait enquêter. Le président accepta, à condition qu'il ne cite jamais le nom de Congo, ni ne révèle que la victime était proche du président. S'il respectait ces deux conditions, il pourrait enquêter. Joe promit et partit. Le président appela alors le directeur Shu et lui ordonna de trouver le commanditaire avant Joe. Joe marcha péniblement dans la rue et finit par monter dans un taxi. Il s'effondra ensuite chez Guanji. À son réveil, il prit les médicaments que Guanji lui donna et lui demanda d'enquêter sur l'agresseur du terrain de basket. Aiwan, de son côté, demanda à Ina s'il avait bloqué l'enquête. Ina confirma. Joe était proche du président Kang. Une enquête aurait compromis son père.
Celui-ci approuvait donc la décision. Quand Aiwan rappela que Joe avait failli mourir, Ina répliqua qu'il était encore en vie. Après tout, Joe n'était pas lié par le sang à son père. Aiwan, choqué, s'en alla. Le lendemain, sur le chemin du retour, sa mère biologique l'arrêta devant sa voiture. Aiwan l'emmena au restaurant, certaine qu'elle demanderait de l'argent. Après 10 ans sans se voir, la mère lui donna directement un numéro de compte et exigea un virement. Elle demanda aussi un appartement de standing moyen, menaçant de revenir si elle refusait. Aiwan brisa une bouteille de vin et menaça de tout finir en quittant ce monde. Plus tard, elle banda sa main, furieuse. Pendant ce temps, la mère appela un mystérieux complice pour dire que la mission était accomplie. Elle reçut aussitôt 1 million en paiement. Chez elle, Aiwan retrouva Ina. En voyant sa main blessée, il s'inquiéta aussitôt. Quand sa fiancée éclata en sanglots, Ina la prit dans ses bras et avoua avoir eu tort. De son côté, Gwanji pirata le centre de vidéosurveillance de Séoul. Il retraça l'agresseur et finit par voir son visage. Il envoya aussitôt l'image à Joe. Celui-ci reconnut le secrétaire aperçu lors de sa visite chez Inju. Furieux, Joe demanda à Gwanji de collecter toutes les informations sur Inju. Pendant ce temps, Ina conduisit Aiwan au manoir pour rencontrer la famille élargie. Au dîner, le président demanda à Ina s'il avait choisi une date propice et s'il en avait parlé au secrétariat. Le médecin examina ensuite la blessure de Cho et l'autorisa à sortir. À l'extérieur, Joe suivit Mwajun jusqu'à un bar. Le secrétaire entra dans une pièce et ouvrit une armoire pleine de sacs secrets, mais comprit qu'il était suivi. Il referma aussitôt. Joe entra et l'accusa. N'avait-il pas tenté de le tuer? Et la prochaine fois, irait-il jusqu'au bout? Mwajun nia, mais Joe lui ordonna de dire à Inju qu'il n'oublierait pas l'avertissement. Cette fois, il rendrait tout ce qu'on lui avait pris. En partant, le secrétaire passa un appel. Joe sortit et croisa Inju, venu s'amuser au bar. Le secrétaire l'observa avec un sourire narquois. Joe retrouva Aiwan et lui dit qu'il avait eu tort de ne pas la retenir cette nuit-là. Aiwan l'arrêta net, mais Joe insista. Au seuil de la mort, tous ses souvenirs s'effacèrent, sauf ceux d'elle, de plus en plus clairs. Il n'avait pas le droit de le dire, mais il s'excusa et voulut partir. Aiwan avoua alors qu'elle était revenue le chercher cette nuit-là, mais qu'il avait eu raison de ne pas ouvrir la porte. Soudain, Joe voulut l'embrasser. Aiwan le repoussa, le traita de fou et lui demanda ce qu'il voulait d'elle. Après un silence, ils se rapprochèrent et s'embrassèrent de leur plein gré. Cette scène fut capturée par Mwajun. Les photos arrivèrent vite entre les mains d'Inju. Le lendemain, Joe reçut un message de Gwanji contenant des informations sur Inju. Au bureau, il ouvrit le dossier et découvrit que l'aîné du groupe Congo avait des investissements extrêmement suspects. Puis eut lieu la cérémonie de mariage entre Ina et Aiwan. La mariée entra dans la salle sous le regard de tous les invités, et Joe observa aussitôt son expression. Les mariés s'inclinèrent ensuite devant l'assemblée. À la fin de la fête, le président Kang présenta Ina aux dirigeants de l'entreprise. Aiwan sortit et envoya un message à son mari pour lui dire qu'elle l'attendait dehors. Inju apparut dans l'ascenseur et demanda à Aiwan de le suivre. Il jeta alors une photo au sol. Aiwan ramassa la photo où elle embrassait Joe et parut très inquiète. Elle monta donc avec lui. Dans la voiture, Aiwan était troublée et appela immédiatement Joe. Mais Inju saisit brutalement le téléphone. Au même moment, Taiho enquêtait sur le trafic de drogue qu'Inju dirigeait. Il vit l'appel de Aiwan, mais en décrochant, il entendit la voix d'Inju. Aussitôt, Taiho courut à sa rencontre. Il croisa Mwajun et demanda où était Aiwan. Inju arriva et dit qu'il s'était quitté au parking de l'hôtel. Il montra alors à Taiho une photo qu'il avait prise en secret pour l'attirer. Inju expliqua qu'il savait depuis longtemps que Taiho et Ina avaient étudié dans la même université, mais qu'il avait feint l'ignorance pour mieux capturer ces instants uniques. Il demanda ensuite à Taiho ce qui l'avait poussé à rejoindre Kango. Taiho répondit qu'il savait qu'Inju était le véritable patron de NASA Entertainment. Son voyage en Asie du Sud-Est n'était qu'une couverture pour distribuer de la drogue. Tous ces investissements provenaient d'argent sale, issu de manipulations boursières et de fraude comptable. TGO affirma que c'était de la corruption et que ce secret mettrait le président Kang plus en colère que le sien. Il lança alors une clé USB et menaça Inju. Mais Inju se leva, sourit et déclara avec assurance qu'il restait l'aîné du groupe Congo, tandis que Joe n'était qu'un chien. Il menaça aussi de s'en prendre à Aiwan si Joe ne lui obéissait pas. Puis il exigea qu'il s'agenouille devant lui. Après un instant d'hésitation, Joe tomba à genoux. Inju, amusé, lui demanda s'il aimait vraiment Aiwan, ajoutant ironiquement qu'il était un vrai homme. Les photos furent ensuite brûlées. Inju se mit à danser avec une fille, tandis que Joe, épuisé, voyait tout devenir flou. Ses jambes ne le portaient plus. Au même moment, le directeur Shu rapportait au président Kang que c'était Mwajun, le secrétaire personnel d'Inju, qui avait attaqué Taiho. Le président
président lui ordonna de ne rien révéler. Le lendemain matin, Joe se réveilla, le corps couvert de sang et un objet tranchant dans la main. Horrifié, il découvrit Inju et la fille du bar gisant morts au sol. Pris de panique, il ne comprenait rien. Sunju fut stupéfait d'apprendre l'assassinat de son demi-frère. La femme d'Inju pleurait au manoir des Kang. Weiju, choqué, apprit que l'affaire concernait Joe. Le directeur Jiang, lui, savourait tranquillement son thé. Aiwan regarda les infos et découvrit que le suspect était Joe. Elle en fut bouleversée. De son côté, Guanji effaçait toutes ses traces pour éviter d'être lié à Taiho. Aiwan pensa qu'il s'agissait d'un malentendu. Ina assura aussi que Taiho n'aurait jamais commis une telle chose. Il promit d'aller le chercher pour dîner ensemble. Ensuite, Ina alla voir son père. Celui-ci lui ordonna de bloquer toute couverture médiatique afin de protéger l'image de Kango. Au commissariat, lors de l'interrogatoire, Joe affirma ne se souvenir de rien. L'inspecteur lui annonça qu'il était le suspect du meurtre d'Inju et de Shinbona. 3 personnes seulement avaient pris l'ascenseur privé de l'hôtel. Tijo et les 2 victimes. Sur demande du propriétaire, il n'y avait pas de caméra de surveillance. Un agent entra avec les résultats d'analyse. L'inspecteur déclara que le sang de Taiho contenait des substances illicites. Taiho se rappela alors. La veille, alors qu'il était encore lucide, Inju avait versé quelque chose dans son verre de vin. Après l'avoir bu, sa mémoire s'était éteinte. L'inspecteur remarqua aussi une piqûre sur la main de Joe et lui dit d'arrêter de se souvenir. Il devait simplement avouer maintenant. Joe retourna dans sa cellule et tenta de se rappeler la veille, mais tout n'était que des images floues. Le soir, les infos annoncèrent que Joe, en plus d'être accusé du meurtre d'Inju, faisait face à des accusations de corruption pour avoir reçu plus de 470 millions de won d'un sous-traitant. Il fut immédiatement renvoyé du groupe Kango. Le président Kan vit les nouvelles et appela aussitôt Ina pour le gronder de n'avoir pas bloqué l'information. Puis le père ordonna à Ina de découvrir qui avait fait fuiter l'affaire et de s'en occuper. Sinon, ce serait la dernière fois qu'il lui adresserait la parole. Guanji avait désormais un passeport coréen et décida de n'avoir plus rien à voir avec Taiho. Fatigué, Ina rentra chez lui et sortit sur le balcon pour parler à sa femme. Aiwan demanda pourquoi son mari n'avait pas essayé d'empêcher la décision du président. Elle répondit aussitôt que, quoi qu'il arrive, Joe avait tué Inju et Inju restait sa famille. Alors comment pouvait-elle lui demander de défendre Taejo? Il rappela à sa femme de se calmer et d'écouter ce qu'il disait. Désormais, elle et lui faisaient partie de la famille Kongo. Quoi qu'il arrive, il devait mettre Kongo avant tout. Elle devait effacer tout souvenir lié à Joe et ne plus jamais le contrarier. Le lendemain, Joe passa devant le tribunal et Mo Gi-jun témoigna. Il déclara qu'il avait conduit les 3 au même hôtel cette nuit-là. Inju lui avait dit de repartir, mais en voyant les 3 ivres, il resta pour surveiller. Il ne partit qu'une fois qu'ils furent tous entrés dans l'ascenseur. Quand l'avocat demanda qui avait proposé la fête à l'hôtel, le secrétaire répondit que c'était l'idée de Taiho. Il ajouta même que Taiho lui avait confié une chose étrange, qu'il rendrait à Inju ce qu'il avait reçu. Joe fut troublé en entendant ces déclarations très défavorables. Ce soir-là, le gardien vint demander à Joe de sortir. Il sortit et reçut aussitôt le regard furieux de son ami Ina. Ina dit qu'il n'était pas venu entendre les excuses de Joe. C'était Joe qui avait gâché tous les plans qu'ils avaient rêvés ensemble, et Ina ferait tout pour tout rétablir. Il était venu juste pour montrer à Joe que sa position n'avait pas changé. Il se soucierait désormais plus de lui-même que de Joe. Après ces mots, Ina s'éloigna froidement. Taijo fut reconduit dans sa cellule, choqué que son ami Ina ne lui ait rien demandé sur l'affaire, mais l'ait seulement accusé et rejeté leur amitié. Le directeur Chu rapporta au président Kan que Mo Gi-jun était venu témoigner pour accuser Taiho. Le président Kang exigea qu'on trouve immédiatement le nom de ce secrétaire. Cet homme avait tenté de tuer Taiho, et maintenant il témoignait contre lui pour meurtre. Le président voulait savoir pourquoi Taiho aurait voulu tuer son fils. Le lendemain, quand les prisonniers purent sortir, Taijo se sentit soudain épuisé. Il leva les yeux vers la lune et le souvenir de cette nuit revint. Il s'assit aussitôt, puis s'allongea sur le sol. Joe se souvint qu'il était allongé au sol cette nuit-là, et qu'une autre personne était apparue. Puis Taejo se réveilla à l'infirmerie de la prison. Il voulut prendre le téléphone, mais la doctoresse de la prison arriva et lui demanda s'il comptait faire une grève de la faim pour prouver son innocence. Elle lui conseilla aussi de rester en vie s'il voulait espérer prouver son innocence. Soudain, la doctoresse poussa le téléphone vers lui. Elle dit que puisque Taiho avait tué Inju pour elle, elle l'aiderait en retour. Puis elle pressa Taiho de se dépêcher car le gardien approchait. Taiho appela aussitôt Guanji mais n'arriva pas à le joindre. Il décida alors d'appeler Aiwan qui dormait près de son mari. Dès qu'elle vit que c'était Tijo, Aiwan sortit aussitôt pour répondre. Aiwan demanda à Tijo s'il avait vraiment tué Inju.
Joe répondit qu'il cherchait la vérité, savoir s'il avait vraiment tué les deux autres. Il demanda alors une faveur à Iwan. À ce moment, le gardien arriva et découvrit que Joe avait utilisé le téléphone. Le gardien décida de fermer les yeux, mais exigea que Joe le paie. Il inscrivit un numéro de compte sur la main de Joe pour qu'il lui verse la somme demandée. Le lendemain, Ina alla à l'entreprise et entra dans le bureau de Tejo. Il se sentit mal à l'aise en voyant l'étiquette de l'ancien directeur Joe encore posée sur le bureau. Peu après, la plaque directeur du service stratégie Ina fut elle aussi remplacée. Iwan alla trouver Gwanji comme Joe l'avait demandé, mais il la repoussa. Il affirma qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec Joe. Iwan dit alors que Joe l'avait chargé de répéter ceci. S'il ne venait pas le voir, Joe révélerait un de ses secrets. Joe n'était pas du genre à menacer en vain. S'il parlait, il le faisait. Joe demanda aussi à Gwanji d'éviter la salle de visite habituelle, car toutes les conversations y étaient enregistrées. Iwan appela ensuite Joe pour lui dire qu'elle avait transmis le message. Elle croyait qu'il n'avait pas commis ces actes. À ce moment, la doctoresse annonça aussi que le temps d'appel était terminé. Iwan retourna alors dans la maison et vit que son mari était rentré. Ina dit qu'il venait d'arriver, puis il serra Iwan dans ses bras. Il dit qu'il était fatigué et voulait que Iwan le réconforte. Le lendemain, le gardien vint à la cellule et annonça à Tai-ho qu'un avocat était venu le voir. Joe sortit de la salle de rencontre et vit que c'était Gwanji. Celui-ci s'était déguisé en avocat pour pouvoir rencontrer Joe dans cette salle privée. Joe expliqua à Gwanji que Mo-jun avait été le dernier à le voir avec les deux morts. Il devait savoir ce qui s'était passé cette nuit-là. Puis Joe retourna dans sa cellule. Gwanji regagna sa base et commença à enquêter sur le passé de Mi-jun. Étonnamment, Ina reçut un appel de Mo Gi-jun. Ina se rendit alors à l'endroit où Iwan et Joe se retrouvaient souvent. Joe, lui, regagnait sa cellule. Il se souvint qu'après avoir vidé son verre, son corps avait commencé à perdre l'équilibre. Puis, il monta en voiture avec Inju et Shinona, remarquant aussi le regard étrange du chauffeur. Le directeur Chu rapporta au président Kang que la mère de Mo-jun avait travaillé au manoir Kango, mais qu'elle était morte dans un accident de voiture il y a 22 ans. Mi-jun avait étudié dans la même école qu'Ina quand il était jeune. Plus tard, il entra dans l'entreprise grâce à l'aide d'Inju. Le président ordonna immédiatement au directeur Chu d'enquêter minutieusement pour voir s'il n'y avait rien d'autre d'obscur derrière la mort d'Inju. Après avoir obtenu des informations sur Mo Gi-jun, Gwanji décida de se rendre à sa résidence pour enquêter. Mais lorsqu'il appuya sur la porte de l'ascenseur, il aperçut le jeune maître Ina à l'intérieur. Gwanji entra également et choisit d'appuyer sur un étage plus haut que celui où Ina voulait aller. Ainsi, Ina sortit de l'ascenseur le premier. Gwanji le suivit et vit Ina entrer dans l'appartement de Mo Gi-jun. Gwanji informa aussi Tayo que la mère de Mo-jun travaillait autrefois dans la villa à la campagne et qu'elle était décédée lorsqu'il n'avait que 10 ans. Lui et Ina avaient vécu dans cette villa pendant 7 ans avant de déménager à Séoul. Gwanji découvrit que Mo-jun utilisait un autre téléphone. Il en prit le contrôle et appela Ina. Aussitôt, Ina rappela Mo-jun et le félicita pour avoir bien témoigné contre Cho au tribunal. D'après ce que Gwanji constata, Ina n'était pas l'ami de Cho. Joe fut bouleversé en l'apprenant. De retour dans sa cellule, il comprit que le véritable objectif d'Inha n'était pas Inju, mais bien lui. Peu après, le tribunal condamna aussi Joe à la peine capitale. Il fut extrêmement en colère et affirma qu'il n'était pas le meurtrier. Ina alla voir son père et l'informa que Joe avait reçu la peine de mort. Le président Kang fut également choqué par cette nouvelle. Uju fut profondément attristée. Elle se souvenait des bons moments passés avec lui. Joe fut ramené en prison pour purger sa peine. Les autres prisonniers furent effrayés en le voyant porter l'insigne rouge des condamnés à mort. Le chef du gang de la cellule sortit et demanda à voir le visage du nouveau prisonnier. Il reconnut immédiatement Joe, se souvenant l'avoir croisé à l'université alors qu'il collectait des dettes. Il présenta à ses hommes Joe comme un ancien étudiant de l'université Hanjak. Le chef du gang invita Joe à passer joyeusement son temps en prison avec eux, mais Tayo se contenta d'aller s'asseoir silencieusement dans un coin. L'avocat informa Ina que Tayo pourrait ne pas être exécuté lors de l'appel à venir, car la défense allait exploiter le fait qu'il avait tué dans un état de démence. Mais Ina déclara qu'il espérait au contraire que Tayo serait condamné à mort. Il demanda même à l'avocat de tout faire pour garantir la peine capitale. Plus tard, Ina rentra chez lui et s'assit dans la baignoire. Il se rappela le moment où il avait vu les photos intimes de Joe et de Taïwan. Il brûla ces clichés à l'endroit où ils se rencontraient souvent. En y pensant, il se leva brusquement et embrassa Taïwan sur les lèvres. Quand son épouse résista, Ina la poussa dans la baignoire. Ensuite, il l'étrangla et lui dit qu'il ne l'avait choisie que parce que Tijo la désirait. Pour lui, Tijo n'était qu'un chien qui convoitait les biens de son maître. Il demanda alors à sa femme si elle comprenait enfin à quoi elle servait.
Il lui rappela que si elle voulait vivre, il valait mieux ne jamais oublier qui elle était. À ce moment-là, Aiwan était terrifiée et perdue. La veille, elle avait d'ailleurs aperçu Ina à l'endroit où elle et Joe avaient l'habitude de se voir. Le lendemain, Aiwan se rendit à la prison pour rendre visite à Joe. Après s'être inquiété de leur santé respective, Tejo lui suggéra de faire ce qu'elle désirait. Il l'encouragea à demander sans crainte au président Kang la gestion du fonds d'art de Kango. Comme le directeur Jiang était absent, c'était le moment idéal. Ce fonds servait en réalité au président Kang pour mettre en place et gérer son trésor secret depuis toujours. Aiwan se rendit donc à l'étage supérieur de la tour du groupe Kango afin de rencontrer son beau-père. Elle demanda au président Kang de lui confier la gestion du fonds d'art, sachant qu'il s'agissait en réalité de son fonds secret. Si celui-ci acceptait, elle promettait de faire tout ce qu'il exigerait. Pendant ce temps, Joe demanda au chef du gang un téléphone. Il lui promit aussi une grosse somme d'argent. La nuit venue, le chef du gang et ses hommes commencèrent à creuser un tunnel secret sous la cellule. Il remit à Joe un téléphone en brique. Ensuite, il lui demanda de transférer de l'argent sur ce compte afin de recevoir la marchandise. Joe promit de payer 4 fois plus si le téléphone pouvait passer des appels et était livré avec un chargeur. De son côté, Ina et ses hommes commencèrent à enquêter sur le passé du président Park. Sa fille travaillait actuellement comme médecin à la prison et c'était justement la doctoresse qui avait aidé Taiho à entrer en contact. Peu après, Ina reçut un appel du président Kang qui lui demanda d'amener son épouse dîner en famille ce week-end. Ina devint très méfiant en entendant cela. Le lendemain, alors que Taiho travaillait à la blanchisserie de la prison, il reçut un sac de vêtements. Il en sortit un téléphone et commença à le dissimuler. Soudain, un gardien apparut et l'informa que quelqu'un voulait le voir. Joe sortit et constata que la visiteuse n'était autre que sa mère, devenue religieuse. Mais il n'eut pas le courage de lui faire face et refusa de la rencontrer. Le gardien lui dit que la nonne avait fait un long voyage pour le voir. En entendant cela, Taiho s'arrêta et décida de revenir. Lorsqu'il dépassa le poste de contrôle et courut vers le lieu de rendez-vous, sa mère avait déjà disparu. Le cœur brisé, elle sortit en larmes, désespérée de ne pas avoir pu voir son fils. Ce soir-là, alors que Taiho restait triste dans une cellule disciplinaire après une sanction, un gardien passa et jeta un coup d'œil vers lui. Taijo se rappela alors les yeux du chauffeur qui l'avait conduit la nuit du meurtre. Ce n'étaient pas les yeux de Mogi-jun. Le chef du gang commença à distribuer la nourriture aux détenus en isolement. Taiho saisit immédiatement sa main et le supplia de l'aider. Guanji était assis tristement dans le restaurant quand son ami l'invita à aller dans un bar pour regarder des filles, mais Guanji refusa sans hésiter. C'est alors qu'il reçut un appel d'un numéro inconnu. Lorsqu'il décrocha, c'était Joe. Joe confirma que Mogi-jun n'était pas celui qui l'avait conduit à l'hôtel cette nuit-là. Il demanda à Guanji de l'aider à découvrir qui avait réellement conduit ce soir-là. Mogi-jun avait tué Inju et Shinbona, ce chauffeur était le seul témoin. Guanji s'approcha d'un ancien employé du nightclub Chrome qui entretenait une relation proche avec Mogi-jun. Guanji lui demanda qui avait aidé Mogi-jun ce soir-là au bar, mais l'homme répondit qu'il ne savait rien. Guanji montra alors derrière lui, où 3 hommes de grande taille attendaient. L'homme vit cela et commença à avoir peur. Ils allèrent ensuite tous ensemble dans un motel pour chercher un certain Joy, le plus proche subalterne de Mogi-jun. Les 3 grands hommes brandirent une photo et fouillèrent toutes les chambres du motel. À ce moment-là, Joy apparut et tenta de s'enfuir. Il grimpa jusqu'au dernier étage et traversa les bâtiments. Les 3 le poursuivirent, mais il réussit à les semer et monta dans un camion pour partir. Une fois hors de danger, il appela aussitôt Mogi-jun pour lui rapporter la situation. Peu après, Ina reçut également un appel de Mogi-jun. Joy se rendit ensuite au nightclub Chrome pour retrouver Mogi-jun, mais fut soudainement poignardée par lui. Quand elle vit que Joy avait cessé de respirer, Ina demanda à Mogi-jun de tuer Joe. Taiwan rendit visite à Joe et lui demanda comment devenir un dirigeant du groupe Kango. Elle lui montra ensuite les marques sur son cou en disant qu'Ina lui avait fait cela. Ina savait déjà tout de ce qui s'était passé entre elle et Taiho. Rien n'était plus comme avant entre eux 3. Taiwan demanda alors à Taiho s'il pouvait désormais mettre ses capacités à son service. Taiho répondit qu'il l'aiderait à devenir la prochaine propriétaire de Congo. Lorsqu'Ina vit la photo de sa femme se rendant à la prison, il fut fou de rage. Ce soir-là, Haiwan et Ina se rendirent au manoir pour le dîner. Le président Kang annonça que Haiwan deviendrait la nouvelle directrice du fonds d'art. La belle-sœur s'y opposa farouchement.
Elle estimait mériter cette place. Le président Kang frappa aussitôt sur la table et affirma que personne ne pouvait changer sa décision. Puis il rentra à l'intérieur. La belle-sœur promit de faire regretter Aiwan. Après ces mots, elle partit. Uju dit à Ina que sa femme était désormais celle choisie par le président Kang. Sur ces paroles, elle s'en alla aussi. Quand Ina demanda pourquoi, Aiwan répondit qu'elle avait vu son beau-père et qu'elle lui avait demandé cette position. Elle avait besoin d'une raison pour continuer à rester dans cette famille. Ina avertit aussitôt sa femme de profiter tant qu'elle le pouvait encore. La nuit, un gardien appela Mogijun et l'informa qu'il était prêt à agir. Mogijun se trouvait alors avec Ina sur un pont. Tejo dormait dans sa cellule quand le gardien vint lui annoncer qu'il avait de la visite. Jo sortit de sa cellule. Pendant ce temps, Ina se rendit au restaurant qui servait aussi de base à Gwanji. Il déclara qu'il connaissait l'identité de Gwanji. Puis il annonça également que Joe était mort et que tout était terminé. Soudain, l'ami de Gwanji surgit derrière lui, un pistolet à la main. Il s'avéra qu'il avait été soudoyé par Ina avec de l'argent. À cet instant, Ina reçut un appel l'informant de la situation de Cho. Les informations diffusèrent une alerte urgente annonçant que le condamné à mort Tejo s'était évadé de prison la nuit précédente. Le gardien attendait nerveusement au point de rendez-vous. Puis, il rapporta tout à Mwajun. Ce soir-là, le gardien avait prévu de tuer Tejo, mais celui-ci avait soudainement disparu. Mogijun jeta l'argent et demanda au gardien de garder le secret. Ina s'assit à l'arrière de la voiture de Mogijun. Aiwan se rendit à la base de Gwanji et frappa longuement à la porte, mais Gwanji était alors retenu par son ami à l'intérieur. Aiwan dut se résoudre à partir et monta dans sa voiture. À ce moment-là, elle reçut un appel de sa mère biologique qui lui demandait de lui apporter de l'argent pour jouer. Dans la base, l'ami de Gwanji reçut les instructions d'Ina de retrouver Joe immédiatement. Il ordonna donc à Gwanji de chercher. Gwanji se leva doucement, mais saisit aussitôt l'arme de son ami. Il exigea alors qu'il lui donne la moitié de l'argent qu'Ina lui avait remis. Au même moment, Uju était aussi au téléphone avec le chef de l'équipe judiciaire, lui demandant de retrouver Joe immédiatement. Sunju alla rendre visite à sa mère à la villa. Il exprima son désir de faire disparaître Ina du bureau de la stratégie future du groupe Kango au plus vite. Si elle ne revenait pas pour aider son fils, Aiwan prendrait tout l'argent du fonds secret de l'art. Alors, ce serait la fin. La directrice Jang demande à son fils d'être patient, car elle avait aussi ses propres préparatifs. Elle allait rassembler la force des actionnaires du conseil d'administration pour les rallier à sa cause. Pendant ce temps, la mère de Iwan attendait toujours que sa fille vienne lui donner de l'argent. Elle pensa qu'il serait plus facile de demander si elle appelait son gendre. Puis Iwan arriva en voiture. Iwan donna à sa mère une liasse d'argent et lui demanda de la présenter à un spécialiste des recherches de personnes. La mère répondit qu'il y avait toutes sortes de gens là-bas, et que ce ne serait pas difficile. Aiwan promit aussitôt de payer le double, mais le délai était pour le lendemain. Sa mère devait absolument lui présenter ce spécialiste. Lorsque sa fille repartit, la mère appela son gendre. Elle lui rapporta que Aiwan était venu et lui avait demandé de lui trouver un spécialiste pour localiser quelqu'un. Ina rentra précipitamment à la maison et jeta à sa femme un regard plein de colère. Joe se remémora alors la nuit du meurtre. À ce moment-là, Inju et Shinbona avaient été tués par un jeune homme. Puis Ina était apparue dans cette chambre. Joe se réveilla en sursaut et comprit qu'Ina avait été présent. Au même instant, le président Kang entra et Joe se trouvait aussi à l'étage supérieur de la tour du groupe Kango. Le président dit à Tejo que sans lui, il serait déjà mort. Il se méfiait de Mogijun et avait envoyé quelqu'un pour le suivre. Le président montra à Tayaho des photos de Mogijun, du jeune homme aux cheveux longs et d'Ina apparaissant au nightclub Chrome. Lorsque le président affirma que Tayo avait tué son fils, Tayo insista en disant que ce n'était pas lui. Iwan reçut un appel de sa mère lui disant de venir voir un spécialiste ce soir. Le soir, Iwan attendait sur un pont lorsqu'une voiture arriva. Mogijun descendit du véhicule et lui demanda si elle cherchait le prisonnier évadé. Il la drogua ensuite et la mit dans la voiture. Mogijun jeta le téléphone de Aiwan dans la rivière. Plus tard, Aiwan se réveilla et se retrouva attaché sur un lit. C'est alors qu'Ina apparut. Iwan lui demanda aussitôt quand il avait parlé avec sa mère. Quand Ina lui demanda si elle cherchait le prisonnier évadé, Aiwan affirma que Joe ne s'était pas enfui. Il se passait quelque chose. Elle savait qu'Ina connaissait tout à propos d'elle et de Joe. Elle s'était sentie honteuse et pensait vivre dans la culpabilité pour toujours. Mais cela, c'était avant qu'il ne l'étrangle. Ina déclara qu'il ne lui pardonnerait pas de l'avoir trompée. Elle avait peut-être été heureuse que le président Kang la choisisse et lui fasse confiance. Mais tout cela allait maintenant s'achever. Puis Ina sortit. De nombreuses infirmières de l'hôpital psychiatrique arrivèrent en courant. Le directeur de l'hôpital Congo procéda à un examen médical de Tayo. Lorsqu'il s'en alla, Tejo demanda au président Kang pourquoi il l'avait sauvé.
Voulait-il que Cho se débarrasse d'Ina? Le président Kang annonça qu'Ina essayait de former une alliance avec le président Park. Ina tentait de diviser Kang-go et d'en céder une partie au président Park. Tae-ho dit que la division avait déjà été prévue car c'était lui qui l'avait conçue. Il avait voulu faire d'Ina le propriétaire de Kang-go. Le président Kang déclara qu'il allait expulser Ina de Kang-go. Ainsi, Tae-ho pourrait retrouver ce qu'il avait jadis. Au même moment, Ina se rendit dans un restaurant pour rencontrer le président Park. Le président commença à élaborer des plans pour s'emparer de la moitié de Kang-go. Son père avait aussi participé à la fondation du groupe. Il était donc très intéressé par la proposition d'Ina. Il s'avéra qu'Ina avait déjà rencontré le président Park auparavant et lui avait demandé de l'aider à devenir le nouveau propriétaire de Kang-go. Le président Park avait jugé cela impossible car Ina n'était qu'un fils illégitime. Mais Ina avait promis de lui céder la moitié de Kang-go s'il en devenait le maître. De retour au présent, Ina déclara qu'il était déjà directeur du bureau de la stratégie future. C'était le cœur de Kang-go. Si le président Park acceptait de l'aider, il lui promettait d'obtenir les divisions de distribution alimentaire et de construction de Kang-go. Après ces mots, les deux hommes trinquèrent pour sceller leur coopération. Tae-ho appela Aiwan, mais ne parvint pas à la joindre, et il s'inquiéta beaucoup. Le lendemain matin, Tae-ho commença à chercher des moyens de rompre la coopération entre Ina et le président Park. Il se rappela ses souvenirs avec Ina depuis leurs années d'études. Il se souvint aussi de la promesse de faire d'Ina le nouveau maître de Kang-go. Mais tout cela s'était envolé lorsque le vrai visage d'Ina était apparu. Ina se rendit à l'hôpital psychiatrique pour voir Aiwan. Quand il entendit sa femme dire qu'elle le tuerait, Ina répondit que s'il lui mourait, elle ne garderait plus rien. Quand Aiwan demanda pourquoi il était devenu ainsi, Ina affirma qu'il était toujours le même. Mais si Aiwan promettait que désormais elle n'existerait que pour lui, alors il la laisserait sortir d'ici. Aiwan hocha la tête en signe d'accord. Après cela, Ina la ramena chez elle afin qu'elle continue de vivre comme une personne normale. Le président Kang dit à Joe qu'Ina avait forcé Aiwan à entrer à l'hôpital psychiatrique, mais qu'il ignorait pourquoi il l'avait ensuite libérée. Joe répondit que c'était parce qu'Ina voulait accéder au fonds secret des arts afin de réaliser la division de Kang-go. Ina avait besoin de beaucoup d'argent, c'est pourquoi il avait libéré la directrice du fonds, Aiwan. Joe ajouta aussi que le président Kang devait attirer Aiwan de leur côté. Le président Kang appela aussitôt le directeur Shu. À ce moment-là, Gwanji cherchait encore à localiser Joe. Le directeur Shu conduisit Aiwan pour voir le président Kang. Celui-ci dit à sa belle-fille de choisir sagement de quel côté se placer, car Ina avait besoin d'énormes sommes pour mettre en œuvre ses projets futurs. Aiwan répondit qu'elle avait quelque chose d'urgent à faire et demanda au président de ne pas l'arrêter. Gwanji réussit également à pirater le système de caméra près de la prison. Il vit qu'une nuit, un véhicule pénitentiaire était sorti, puis une autre voiture était entrée. Un gardien avait emmené un homme masqué vers cette voiture. Il chercha alors la plaque du véhicule qui transportait Joe et découvrit qu'il appartenait au cabinet Minton du directeur Shu. Tae-jo expliqua au président Kang que le président Park n'était qu'un outil d'Ina et qu'il serait éliminé tôt ou tard. Selon lui, le président devait d'abord attirer Park à ses côtés en lui proposant la moitié de Kang-go. Le président Kang secoua la tête car Kang-go représentait toute sa vie, mais Tae-jo assura que la division ne serait que temporaire et qu'il l'aiderait ensuite à tout récupérer. Le centre de coprospérité était le cœur de Kang-go. Donc même si le président Park recevait la moitié de Kang-go, son propriétaire ne changerait pas vraiment. Puis Tae-ho ouvrit la porte pour regarder dehors et à un étage inférieur de la tour, Ina se trouvait aussi dans l'entreprise. La bataille entre les deux hommes avait officiellement commencé. Ina descendit au sous-sol pour prendre sa voiture et partir. Quand il aperçut un directeur s'approchant en voiture. Il entra alors et regarda autour de lui d'un air méfiant. Le directeur continua de vérifier l'aide de Tae-ho et annonça qu'il n'avait plus besoin de revenir ici. À ce moment-là, Ina prit lui aussi l'ascenseur pour monter à l'étage. En voyant Ina, le directeur fut pris de panique. Il se laissa volontairement tomber pour envoyer un signal au président Kang. Tae-ho entendit le bruit et sortit enquêter. C'est là qu'il vit Ina. Le président Kang sortit aussi et annonça que le directeur venait de vérifier son aide. Il demanda alors à Ina d'accompagner le directeur dans l'ascenseur pour quitter les lieux. Ina salua son père et entra dans l'ascenseur. Le président fit immédiatement signe à Cho de sortir. Dans l'ascenseur, Ina demanda au directeur qui il était venu voir, mais celui-ci resta muet. Arrivé au sous-sol, Ina commença à le menacer. Le directeur monta dans sa voiture et appela le président Kang, lui disant qu'Ina semblait avoir découvert quelque chose. Le président Kang dit à Tae-ho qu'Ina savait tout. Tae-ho pressa le président de rencontrer le président Park dès ce soir. Il précisa qu'il le recontacterait plus tard et quitta les lieux. Le président Kang rencontra alors le président Park et lui promit de l'aider à bâtir son propre empire. Le président Park répondit aussitôt que le président Kang n'avait pas changé. Il était toujours prêt à sacrifier son sang pour protéger Kang-go.
Le président Kang annonça immédiatement que le lendemain, Ina devrait quitter Kango et ne ferait plus partie de la famille Kang. Puis il demanda si l'autre avait changé d'avis. Le président Park monta dans sa voiture et repartit. Pendant ce temps, Ina rentra chez lui et reçut un appel de Gwanji qui l'informa que Joe se trouvait à la tour du groupe Kongo. Weiju reçut également un rapport du capitaine judiciaire signalant quelque chose de suspect dans le bureau du président Kang. Il avait interdit à quiconque d'y entrer. Le capitaine en déduisit D. Weiju attendait alors devant la salle d'opération. Les autres membres de la famille arrivèrent aussi. Quand la directrice Jiang demanda pourquoi sa fille était venue au bureau à cette heure-là, Weiju resta confuse. À ce moment-là, Aiwan arriva également. Ina était assis chez lui lorsqu'il reçut un appel de Aiwan. Il fut extrêmement surpris d'apprendre que son père était encore en vie. Le directeur In sortit de la salle d'opération et annonça qu'il n'y avait pas encore de conclusion, car le président Kang avait manqué l'heure cruciale pour prendre son traitement cardiaque. Il fallait attendre qu'il reprenne conscience. C'est alors que le troisième fils commença à apparaître. Ina se souvint que le directeur In était sorti d'une pièce. Il comprit donc qu'il pouvait y avoir un espace secret à l'intérieur. Ina sortit de l'hôpital en voiture et alla dans le bureau de son père. Il ouvrit alors une porte et découvrit une chambre à l'intérieur. Ina comprit que c'était là que Cho avait vécu. De son côté, Cho était maintenant dans un train vers une province reculée. Le procureur A descendit et monta dans une voiture, suivi par Cho. Cho annonça qu'il n'était pas venu pour se rendre. Il n'avait vraiment tué personne. Il avait influencé le procureur A et voulait aujourd'hui payer sa dette. La nuit du meurtre, tout avait été enregistré sur le téléphone de Shinbona. Jio donnait au procureur Cha une chance de rentrer à Séoul, mais le procureur sortit les menottes pour l'arrêter, pensant que Jio le méprisait parce qu'il n'avait personne de puissant derrière lui. Jio continua à le convaincre, disant que c'était la dernière chance pour le procureur Ha et pour lui-même. Gwanji vit aussi Jio apparaître avec le procureur Ha. Il s'apprêtait à appeler Ina, mais décida de s'en abstenir. Il effaça ensuite le fichier vidéo des caméras. Le procureur Chia s'introduisit dans son ancien bureau et fouilla à la recherche d'informations sur l'affaire de Tejo. Avant cela, Tejo avait promis que si le procureur Chia ne retrouvait pas la vidéo sur le téléphone de Shinbona, alors il pourrait l'arrêter. À présent, Joe était menotté dans la voiture, attendant que le procureur aille dans la salle d'épreuve. Le procureur A retrouva finalement le téléphone de Shinona. Il l'apporta à sa voiture et le mit à charger, mais il y avait un mot de passe. Alors, il partit pour trouver un moyen de le débloquer. Après avoir réussi, il ouvrit le dossier photo, mais il n'y avait rien. Le procureur A emmena le téléphone dans sa voiture et le donna à Tayo pour qu'il le vérifie lui-même. Tayo l'ouvrit nerveusement et vit qu'il n'y avait ni vidéo ni image. Il chercha alors dans d'autres dossiers et découvrit que les photos et vidéos étaient de protégés ailleurs. Tayo réalisa qu'il s'agissait des enregistrements de la nuit du meurtre. Il lança une vidéo et vit qu'il s'était effondré derrière la caméra ce soir-là. Ensuite, Inju était sorti et avait été tué par Moa-jun. Puis Mogi-jun lui avait injecté un produit avant de continuer à tuer Shinbona. À ce moment-là, un pied entra dans le champ. Tijo reprit son calme et dit que c'était une belle journée pour revenir. Le procureur Ha montra alors les vidéos au procureur en chef, mais elles avaient été partiellement coupées, car Tejo avait demandé au procureur Ha de supprimer l'apparition du dernier individu. Le procureur Ha devait d'abord attraper Moa-jun. Ensuite, Joe l'aiderait à attraper le vrai coupable derrière tout ça. Le procureur en chef dit que le procureur Ha risquait des ennuis pour avoir pris des preuves sans autorisation. Puis il lui ordonna de préparer ses affaires et de revenir travailler au bureau des procureurs. Le lendemain matin, Tejo se rendit au poste de police et annonça qu'il venait se confesser. Pendant ce temps, le procureur Ha mena une équipe de procureurs jusqu'au groupe Kongo et annonça l'arrestation de Mogi-jun pour le meurtre d'Inju et de Shinbona. Ina, lui, observait calmement depuis les étages supérieurs son subordonné emmené. Gwanji lut la nouvelle de l'arrestation et en fut très excité. Le directeur Shu annonça qu'il défendrait Tejo dans le cadre du programme gratuit de consultation juridique du cabinet Minton. En réalité, le président Kang avait demandé au directeur Shu d'aider Tejo à résoudre cette affaire. Q s'occupait aussi de son père. Elle lui dit, alors qu'il était toujours dans le coma, que le vrai coupable qui avait tué son frère aîné avait été arrêté. Puis elle lui demanda de se réveiller rapidement. Ina rencontra le président Park et continua de le convaincre de coopérer pour l'aider à devenir le nouveau patron de Kongo. Mais le président répondit que si le président Kang n'avait pas été malade, Ina aurait déjà été chassé. S'il se réveillait le lendemain, Ina devrait quitter Kango comme prévu et il n'aurait jamais Kango. Le président Kang était encore en vie. Ina rentra chez lui et découvrit que Aiwan avait laissé son alliance sur la table et avait disparu.
Il entra dans une grande colère et Aiwan avait aussi déménagé dans un nouvel endroit. Mo Gi-jun confia au procureur Ha qu'il avait souvent été battu et insulté par Inju pendant longtemps. C'était pour cela qu'il avait tué Inju et Shinbona. Bien que le procureur Ha ait tenté de découvrir le cerveau derrière l'affaire, il affirma toujours avoir tout fait seul. Le lendemain, au manoir, la directrice Jen essaya de convaincre les membres du conseil de la rejoindre. Elle voulait ouvrir la voie pour que son fils reprenne le groupe Kango. Tio retourna en prison et invita le chef de gang à boire avec lui. Pendant qu'il buvait, Tio révéla qu'il avait monté une fausse société d'investissement appelée Gold Heart Investment à Hong Kong. Le but avait été de faire d'Ina le président de cette société. Même Ina n'en avait jamais rien su. Plus tard, le chef de gang fut libéré et accueilli par 2 anciens co-détenus. Tous 3 allèrent retrouver une fille de leur université pour lui réclamer une dette. Aiwan commença alors à présenter les documents de Gold Heart Investment. Elle demanda au chef de gang de se faire passer pour un génie de la finance nommé Michael Jen, diplômé de Cornell et excentrique génial. Guanji apparut aussi et décida de participer au plan. Il avait auparavant tiré dans la jambe de son ami et déclaré qu'il ne serait plus jamais du côté d'Ina. Guanji se rendit alors en prison pour rencontrer Joe. Il montra son intérêt pour la société Gold Heart Investment qu'il venait de découvrir. Le chef de gang accepta joyeusement de coopérer. Peu après, les ordres d'achat d'actions de Congo s'exécutèrent sans arrêt. Cet événement inhabituel fut vite signalé à Songju. Il se rendit aussitôt chez sa mère et lui montra le ratio étrange de participation de Gold Heart Investment. Ina convoqua ses hommes et leur demanda d'enquêter sur cette société. Aiwan vint ensuite annoncer à Joe que tout était presque terminé. Il ne restait plus qu'à sortir et lancer la bataille. Puis, l'audience en appel de Joe eut lieu. Le directeur Shu demanda au jury de donner à Joe une chance de se racheter et de redevenir un citoyen normal. Le juge présenta ensuite ses excuses à l'accusé Tejo et le déclara innocent. Le lendemain, Joe sortit officiellement de prison. En apprenant sa libération, Ina ordonna immédiatement à ses subordonnés d'enquêter soigneusement sur l'autre camp. Cette nuit-là, Ina rentra chez lui. Il se rappela les paroles du président Park. Ina n'aurait jamais Congo si le président Kang restait en vie. Il revit aussi les paroles glaciales de son père. Alors, Ina décida de conduire jusqu'à l'hôpital. Il entre directement dans la chambre de son père. Il dit que son père aurait dû mourir cette nuit-là pour lui épargner cette souffrance. Ina s'apprêtait à débrancher le respirateur quand Tejo surgit soudain et l'arrêta. Les deux montèrent sur le toit pour parler. Joe déclara que si le président Kang mourait, Ina n'obtiendrait rien. Il demanda aussi s'il ne pouvait pas redevenir l'Ina qu'il était quand ils s'étaient rencontrés. Ina répliqua « N'était-ce pas justement le but de Tejo de le faire devenir président de Kango? Alors pourquoi l'arrêter ?» Joe prit aussitôt la parole pour donner une leçon à son ami stupide. Il continuerait à l'arrêter car il connaissait toute la vérité. Joe avait même assez de preuves en main. Et à la fin, Ina n'aurait rien. Ina pouvait bien être le fils du président Kang. Sans Taihao, son rêve ne se réaliserait jamais. Après ces mots, Joe s'éloigna. Ina appela alors quelqu'un. Pendant ce temps, en prison, Mi-jun se préparait à dormir quand le gardien apparut. Le gardien annonça que quelqu'un voulait le voir. Mo-jun entra dans la salle des visites et vit un téléphone sur la table. Puis il vibra. Mo-ji-jun décrocha et découvrit qu'Ina l'appelait. Ina expliqua qu'il aurait voulu rencontrer Mo-jun en personne, mais qu'il y avait trop de regards braqués sur lui. Il touchait presque son but et ne pouvait plus reculer. Puis Mo-jun promit aussi qu'il prendrait toute la faute, mais en réalité, il avait peur car il savait que tôt ou tard, il recevrait la peine de mort. Alors le gardien conduisit Mo-ji-jun dehors. Soudain, le gardien utilisa une brosse aiguisée pour le poignarder plusieurs fois, le faisant s'effondrer au sol. Puis le gardien partit et rapporta la situation à Ina. Taijo retourna à sa base. Il se souvenait avoir parlé à président Kang de Gold Heart Investment. Cette société avait été créée pour protéger le président des forces opposées cherchant à prendre les parts de Congo. Il lui avait aussi conseillé de libérer une partie du capital à l'étranger pour financer les opérations. Il commencerait ainsi à neutraliser les forces ennemies. À ce moment-là, Guanji reçut un email de Sunju demandant à rencontrer Michael Jang. Le chef de gang était nerveux, mais Joe dit que Sunju n'oserait pas le mépriser parce que leurs actions étaient trop importantes. Q alla voir sa belle-sœur et dit que les actions d'Inju qu'elle détenait appartenaient à la famille Kang. Mais la belle-sœur répondit que ce qu'elle voulait en faire ne regardait qu'elle. Q lui demanda d'utiliser ses parts pour aider Sunju. Elle lui rappela aussi de ne pas oublier qui elle était, mais la belle-sœur ne fit que rire avec mépris. La directrice Jang appela son fils et lui demanda de rallier Gold Heart Investment à leur côté. Sunju répondit qu'ils avaient déjà envoyé une lettre acceptant la rencontre. Il demanda si les autres actionnaires étaient avec eux. Sa mère dit qu'ils étaient
comme des poissons dans l'étang de Congo, et qu'ils choisiraient leur maître selon qui donnerait le plus d'avantages. Sun Ju dit aussi au député Lee d'agir pour les aider. Pendant ce temps, Ina rencontra le président Park et exprima son inquiétude au sujet des actions de Congo détenues par Goldheart Investment. Michael Jen se rangeait toujours du côté de celui qui offrait la meilleure affaire. S'il n'était pas convaincu, la division de Congo serait menacée. Le président Park demanda à Ina de tout faire pour rallier Meikle-Jang, sinon il l'abandonnerait immédiatement. La directrice Yang et son fils allèrent rencontrer le président Meikle-Jang, mais virent Ina déjà présent. Ina dit que Meikle-Jang l'avait convoqué pour une réunion, puis il exprima son objectif de devenir chef de Congo devant la directrice Jang et Sun Ju. À ce moment, quelqu'un ouvrit la porte et entra. C'était Joe. Il se présenta comme le PDG de Goldheart Investment. La directrice Jang voulut partir, mais Joe dit qu'il gérait toutes les activités nationales de l'entreprise. Il distribua alors sa carte de visite. La directrice Jang se rassit pour continuer la réunion. Plus tard, alors que Joe repartait en voiture, il fut bloqué par celle d'Ina. Ina descendit et dit à Joe que c'était le secret. Tai-Jo répondit qu'il avait déjà essayé de l'arrêter, non? Ina déclara qu'il ne laisserait pas les choses aller dans le sens de Tao. Tai-Jo confirma que les choses allaient déjà dans son sens et repartit. Un peu plus tard, en rentrant chez lui, Ina reçut un appel de sa belle-sœur. Il alla à la galerie pour la rencontrer. Elle dit qu'elle allait lui offrir ce tableau. Puis elle revint pour lui dire que la signification derrière ce tableau était la coopération. Ina reçut ensuite un nouvel appel de la directrice Jang qui l'invitait à dîner. Ce soir-là, Ina conduisit jusqu'au manoir. En entrant, il vit Tai-Ho dîner avec la directrice Jang et Seju. Ina s'assit aussi pour dîner avec eux. Mais quand tout le monde leva son verre, il n'y avait pas de place pour lui. Humilié, Ina se leva et demanda à partir. Il décida alors d'appeler un commissaire. Le lendemain, un gardien vint informer un prisonnier que sa demande de sortie avait été acceptée. C'était le beau-père de Joe. Le gardien lui donna alors un téléphone et dit que chacun de ses gestes serait surveillé. Le beau-père de Joe sortit et ouvrit le téléphone. Il y vit un message envoyé. C'était une photo de sa femme qui était venue le voir en prison. La directrice Jang alla visiter son mari, toujours dans le coma sur son lit d'hôpital. Elle appela Sun Ju pour qu'il organise une conférence de presse officielle demain. Le lendemain, une conférence de presse d'urgence eut lieu au groupe Congo dans un temple. Quand la mère de Joe monta les escaliers, elle vit son mari violent assis au-dessus d'elle. Elle recula immédiatement. Qu'il Su s'avança et accusa sa femme de l'avoir trompé et envoyé en prison. Il lui demanda de l'écouter et il lui pardonnerait. Mais la femme répondit qu'il avait maltraité elle et son fils et qu'elle n'avait aucune raison de s'excuser. Kilou se jeta sur elle avec rage et la femme recula de peur. Malheureusement, elle tomba en arrière. Le mari s'en alla, laissant sa femme gisant dans une mare de sang. À ce moment, la directrice Jang et Sun Ju se préparaient à quitter le manoir pour la conférence de presse. Soudain, plusieurs voitures de police arrivèrent et les encerclèrent. Un policier annonça l'arrestation de la directrice Jang pour dissimulation de cadavres, corruption et pot de vin. Le chef Moon subit le même sort pour dissimulation de cadavres. Les policiers commencèrent à les menotter et à les escorter au poste. Lors de la conférence de presse, tout le monde fut en panique en ne voyant pas celle qui devait la diriger. Soudain, le directeur Ina entra la tête haute. Il s'avéra qu'Ina avait remis à ses subordonnés un dossier plus tôt. Le contenu révélait la fuite de la directrice Jang et son fonds secret. Ensuite, il avait ordonné au personnel de les livrer à la police. Ina annonça fièrement à tous que le président Kang n'avait pas encore repris connaissance et qu'il était soigné par les meilleurs médecins de Corée à l'hôpital de Congo. La situation du groupe était chaotique parce que de fausses informations circulaient sans cesse. Alors aujourd'hui, il déclara l'état d'urgence pour le groupe Kango. Il demande aussi à être nommé président jusqu'à ce que tout revienne à la normale. Il promit également de guider le groupe avec la plus grande sagesse à travers cette crise. Sun Ju regarda ce discours en direct et jeta aussitôt son téléphone. Joe apparut aussi à cette conférence. Plus tard, un journaliste fut choqué d'apprendre que la directrice Jang avait été arrêtée. Quand Tijo rentra à la base, Gwanji dit que lorsque la directrice Jang fut arrêtée, tous ses soutiens et ceux de son fils passeraient du côté d'Ina et du président Park. Ce n'était plus qu'une question de temps avant qu'Ina ne devienne président. À ce moment-là, Joe reçut une photo montrant que son beau-père avait été libéré. Joe partit aussitôt chercher sa mère. Le beau-père avait menacé qu'il ne laisserait jamais sa mère tranquille s'il sortait de prison. Uju alla voir Ina pour lui demander pourquoi sa mère avait été arrêtée et de quel droit il s'était exprimé lors de la conférence de presse. Ina répondit froidement qu'il était déjà trop tard pour sauver sa mère.
Choqué par l'attitude méprisable de son frère, Uju déclara qu'il n'était plus l'Ina qu'elle avait connue et qu'il avait complètement perdu la raison. Après cela, Uju s'éloigna. Seungju et le secrétaire essayèrent de contacter le directeur Choi et le député Lee, mais n'obtinrent aucune réponse. En réalité, les deux hommes discutaient ensemble et faisaient exprès de ne pas décrocher. Le député Lee exprima même son amertume d'avoir perdu en s'alliant à Seungju. Le directeur Choi le convainquit alors de se ranger du côté d'Ina, puisqu'il était président de Congo. Ina alla voir son demi-frère. Il acquiesça et s'excusa d'avoir pris la vedette lors de la conférence qu'ils avaient pourtant organisée ensemble. Puis Ina se moqua de l'incident de leur mère. Seungju, furieux, frappa Ina et l'humilia. Il chassa aussitôt son cadet, mais Ina sortit malgré tout avec un sourire satisfait. Joe se rendit à l'hôpital pour identifier le corps de sa mère. Il regretta amèrement de l'avoir laissé fuir et de n'avoir pas eu le courage de l'affronter une dernière fois. Les larmes coulèrent enfin. De son côté, Ina commença à s'allier avec le président Park, le député Lee et le directeur Choa pour renforcer son pouvoir. Ina promit même à Park que si l'assemblée du conseil se déroulait bien, la moitié de Congo lui appartiendrait. Tous levèrent alors leur verre pour sceller cette coopération prometteuse. À ce moment-là, Ina reçut un appel lui annonçant la mort de la mère de Joe. Celui-ci, accablé, resta assis aux funérailles avec ses camarades de l'organisation secrète. Gwanji annonça alors une information troublante. Le prisonnier Kil-soo avait été libéré 2 nuits et 3 jours, mais il était rentré dès le lendemain. Cette nouvelle éveilla aussitôt les soupçons de Tio. Soudain, Seungju arrive aux funérailles. Il dit à Tio que leur famille n'avait désormais plus de mère à leur côté. Il pensait que c'était la même personne qui en était responsable. Il fixe donc un rendez-vous privé avec Tio. Après la cérémonie, Tio resta devant la tombe de sa mère. C'est alors que Aiwan arriva pour lui parler. Depuis sa naissance, elle avait eu l'impression de ne jamais avoir de vraie mère, mais lui avait eu la chance d'avoir une mère merveilleuse, qui priait toujours pour son avenir. C'était sans doute la raison de son audace et de sa confiance. Elle remit à Tai-ho le souvenir que sa mère lui avait laissé et ajouta qu'il était l'homme le plus fort qu'elle ait jamais connu. C'est pour cela qu'elle s'était toujours accrochée à lui pour arriver jusqu'ici. Elle l'encouragea à ne pas fléchir. Tai-ho lut alors la lettre laissée par sa mère. Elle lui demandait d'oublier les malheurs du passé et souhaitait que la tolérance l'accompagne toujours. En lisant ces mots, Joe ne put que pleurer. Puis il décida de se rendre dans la maison où ils avaient vécu ensemble. En entrant dans la modeste demeure, il posa le portrait de sa mère et se rappela que c'était là, dans cette campagne paisible, qu'il avait noué son amitié avec Ina. Il se demande pourquoi tout avait tourné ainsi. Ina, quant à lui, se trouvait dans le bureau du président Kang et contemplait le projet Royal Road. Il se dit que ce jour était enfin arrivé. Le lendemain, l'assemblée des actionnaires était prête. Une plaque au nom du président Ina avait même été posée sur l'estrade. Seungju alla voir sa mère en prison. La directrice Jang supplia son fils de reprendre Congo, car cette entreprise était la sienne. Contre toute attente, Seungju cria qu'il en avait fini. Il ne voulait plus vivre pour le rêve de sa mère. Ses ambitions personnelles l'avaient poussé dans cette situation. Il avoua n'avoir jamais été heureux, toujours angoissé à l'idée de devoir satisfaire les autres. Il voulait arrêter et vivre pour lui-même. Et il voulait que sa mère cesse aussi. Tous deux éclatèrent en sanglots. De son côté, le président Park monta en voiture pour se rendre à l'assemblée des actionnaires, le cœur léger. Soudain, il reçut un appel de sa fille, médecin à la prison. Elle lui confia qu'elle avait dû supporter Inju, qu'elle était devenue dépendante et qu'elle avait même songé à disparaître. Le père s'excusa de l'avoir tant réprimandée par le passé. Il lui promit qu'il était temps d'assumer ses responsabilités de père. Pendant ce temps, Ina arriva au siège de Congo avec 2 employés. Seungju entra aussi dans la salle de réunion avec Uju. Sa belle-sœur demanda à s'asseoir aux côtés du directeur Choi. Puis Koki-chan prit également place auprès de l'ennemi de Uju. Soudain, le secrétaire personnel arriva et transmit un message urgent à Seungju. Celui-ci sortit aussitôt. Ina et ses 2 assistants prirent l'ascenseur pour présider l'assemblée, mais à l'ouverture des portes, le procureur Ha les attendait déjà. Il annonça l'arrestation d'Ina pour le meurtre d'Inju et de Moajun. Alors qu'Ina résistait avec arrogance, Taiyo apparut à son tour. Ina éclata alors de rire, le regard chargé d'amertume. Le directeur Choi, lui, fut saisi de panique en apprenant l'arrestation du président Ina. Joe reçut un appel de la médecin. Elle l'informa que son père voulait le voir. Au même moment, le gardien de prison marchait dans la rue quand 2 anciens détenus l'interceptèrent. Le chef de gang apparut et lui rappela que lorsqu'il était enfermé, il avait dû se soumettre à l'autorité du gardien. Mais désormais, tout avait changé. Le gardien n'aurait jamais dû trahir son éthique professionnelle. Gwanji arriva aussi et lui demanda de coopérer sagement. Le gardien fut alors emmené de force. Le président Park retourna à son bureau et y trouva Tai-ho qui l'attendait. Celui-ci lui rappela que le président Kang lui avait promis la société Kango Energy.
Il reprocha à Park d'avoir trop hésité entre soutenir Kang ou Ina, sans même se rendre compte que l'action avait grimpé à près d'1 million de wons l'unité. Park regarda Joe et dit qu'il lui rappelait le jeune président Kang. Joe l'exhorta à ne plus s'impliquer avec Ina et à ne penser qu'à lui. De son côté, le procureur Ha commença l'interrogatoire d'Ina, mais ce dernier affirma que l'arrestation était sans preuve. Le procureur fit alors entrer quelqu'un. C'était Mo-jun, toujours en vie. En réalité, la nuit où le gardien avait tenté de le tuer, la médecin de la prison était intervenue à temps et l'avait sauvé. Puis, Tai-hao reçut un appel de la femme médecin. Elle lui confirma que sa prédiction était juste, Mo Ji-jun avait bel et bien été attaqué. À ce moment-là, Tae-jo s'était rendu discrètement à la prison pour rencontrer Mo-jun. Il lui demanda s'il pouvait deviner qui était le véritable instigateur de sa tentative de meurtre, celui qui abandonnerait ses amis pour son propre intérêt. Ina n'avait pas d'amis, il n'était qu'un outil pour manipuler et exploiter. Tae-jo lui promit aussi de l'aider à échapper à cette vie d'esclave et de mener enfin sa propre vie. De retour dans la réalité, Mo Gi-jun saisit violemment Ina par le col. Il cria qu'il avait tout fait pour protéger Ina. Puis il lui demanda s'il ne l'avait toujours considéré que comme un chien. Contre toute attente, Ina répondit froidement que si tel était le cas, alors il devait protéger son maître jusqu'au bout. Mo-jun voulut frapper Ina, mais les procureurs l'arrêtèrent. Le lendemain, les procureurs firent une descente dans le bureau de la stratégie d'avenir où Ina était directeur. Ils confisquèrent également tous les documents. À l'hôpital, médecins et infirmières accouraient dans la chambre du président Kang, dont le cœur montrait des signes d'arrêt. Pendant ce temps, Ina reçut un colis de son père. Il contenait une décision de justice annulant son nom de famille Kang. Cela signifiait qu'il devait reprendre son ancien nom Baek. En lisant la décision, Ina éclata d'un rire fou. Entre-temps, Wiju appela Joe et lui demanda de la rejoindre dans son manoir. Lorsque Tai-ho entra, le président Kang apparut soudain dans un fauteuil roulant. Joe fut stupéfait. Wiju rentra aussitôt pour laisser son père parler avec Joe. Alors, le président Kang lui révéla une chose importante. Le procès d'Ina se poursuivait aussi. Quand le juge lui demanda ces derniers mots, il regarda en direction de ceux qui avaient été ses amis. Il dit qu'ils avaient marché ensemble en regardant vers la même direction, mais que leur destination était différente. Le juge commença alors à prononcer la sentence. L'accusé In-ha avait assassiné son frère aîné et tenté de tuer son complice Mo Gi-jun. Il était condamné à la prison à perpétuité. Tai-ho rendit ensuite visite à In-ha. Il lui dit qu'il ne lui pardonnerait pas. En entendant cela, Ina répondit qu'il n'avait jamais eu l'intention de demander pardon. Tai-hao lui demanda alors pourquoi il avait agi ainsi envers lui. Ina dit qu'il ne s'en souvenait pas, peut-être simplement parce que c'était Joe. À ces mots, Tai-hao déclara qu'il était malgré tout heureux d'avoir été l'ami d'Ina. Il se souvenait toujours du moment où il lui avait proposé son amitié pour la première fois. Tai-ho montra la photo de leur remise de diplôme à tous les trois, puis s'éloigna. Ina voulut lui dire quelque chose, mais se ravisa. Il dit simplement adieu, ajoutant qu'il ne se reverrait plus dehors. Tae-jo quitta alors la prison. Ina regarda la photo de remise de diplôme qu'il avait prise avec Ji-jo et Haiwan. Wiju décida de faire ses valises et de partir en voyage. Elle informa Sunju que ce voyage pourrait être assez long. Elle lui promit de boire un verre à son retour. Haiwan reprit ensuite son rôle de conseillère politique. Ce soir-là, Joe vint la voir et lui proposa d'aller boire une bière. En buvant ensemble, Joe demanda pourquoi Haiwan n'était jamais allé voir Ina. Haiwan répondit qu'elle avait voulu se concentrer sur sa propre route. Elle exprima aussi son admiration pour Joe, car il avait atteint ses objectifs sans jamais se trahir. Joe ajouta que Haiwan non plus n'avait pas changé. Ils avaient toujours vécu avec force pour atteindre leur but. Tai-ho et Haiwan n'avaient jamais changé. Pendant ce temps, en prison, Ina faisait aussi des gestes sombres. Une larme tomba sur la photo souvenir des trois. 3 ans passèrent vite. Sunju devint PDG du Centre de coopération prospérité. Grâce à sa gestion, l'entreprise connut une croissance de plus de 10%. Il était aussi responsable du commerce mondial du groupe Congo. Tai-hao alla voir le président de Congo à un très haut lieu. Il dit que le rêve du président s'était réalisé. Devant eux s'étendait la plus grande ville, Royal Road, et le député Lee était désormais président de Corée, aidé par la conseillère politique Haiwan. Sunju monta au dernier étage de la tour du groupe Congo pour rencontrer le président Tae-jo. 3 ans plus tôt, le président Kang avait dit à Tae-jo que pendant son hospitalisation, Congo avait failli se perdre, mais c'était Joe qui avait aidé le groupe à surmonter la crise.
Le président avait cru qu'un homme qui ne pensait pas à son profit pouvait devenir propriétaire du 151e étage. Cependant, Joe n'avait pas su protéger son amour, ses amis, ni même sa famille. Au final, il n'avait plus rien à ses côtés, mais le président lui avait donné une dernière chance de protéger cela. Joe demanda alors à Sunju s'il regrettait de ne pas avoir obtenu le poste qui devait être le sien. Sunju répondit que dire non serait mentir, mais en tout cas, il croyait au choix de son père. Son père ne s'était jamais trompé. Puis il l'avertit de ne pas être trop confiant. Si Taihao commettait des erreurs, il prendrait sa place immédiatement. Taiho sourit et assura qu'il ferait de son mieux. Dans sa voiture, Taiho reçut une photo de Hiju. Elle lui donnait de ses nouvelles depuis le Mexique. Guanji appela et demanda pourquoi Taihao lui avait envoyé autant d'argent pour des vacances. Taijo lui dit seulement d'oublier le travail et de profiter du séjour. Peu après, Guanji s'amusa avec ses deux compagnons et le chef de gang dans une piscine luxueuse. Pendant ce temps, Tejo se rendit au Congo Group et salua d'un signe de tête le président Park et Sunju. Puis il mena la délégation à l'intérieur. Le soir, Tejo se tenait au 151e étage de la tour avec une carte de félicitations pour l'inauguration de la Fondation des enfants du Congo. Il contempla les feux d'artifice éclater magnifiquement dans le ciel. Aiwan regardait aussi les feux d'artifice. Joe dit qu'à 18 ans, il avait rêvé de ce moment. Maintenant, ce rêve était devenu réalité, et déjà, il en rêvait d'un autre pour lui-même. Le drama s'achève ici. Merci pour votre intérêt et pour votre fidélité.